petites vacances, hein, n'est-ce pas, Amel? Exactement. Voilà. Et j'avoue que vous m'avez beaucoup manqué. J'avoue. Elle insiste. Voilà. J'insiste parce qu'il y a Crémo derrière qui me dit n'oublie pas de leur dire Touachtkoum parce que c'est vrai. Et voilà. Donc, ravi de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre 2025, comme le dit si bien Amel Aribi, et on sera le 3 jusqu'à minuit. Ah oui, N'est-ce pas, Amel? si tout va bien. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça Quel va très plaisir bien. de te retrouver. Ah ben, c'est partagé, Amel. franchement, vous m'avez manqué aussi. Eh ben, c'est pareil, c'est pareil. Effectivement, alors, quand on parle du mois d'octobre, alors octobre signifie Octobre Rose, donc c'est le mois de sensibilisation donc, pour le dépistage au cancer du sein. C'est le mois de sensibilisation par excellence. Donc c'est un peu les quatre coins du monde hein, donc, qui se programment pour la sensibilisation justement pour le cancer du sein, vu que c'est le premier cancer malheureusement classé numéro 1 parmi tous les cancers qui touchent la femme. Et justement aujourd'hui, nous allons en parler en compagnie de notre ami Dr Fathi Benachnou qui sera parmi nous. Il nous parlera donc de l'importance du dépistage. Exceptionnellement pour cette matinée, nous allons retrouver notre ami Imen Mahrougaras à partir d'Oran qui va donc nous transmettre l'ambiance à Oran et surtout l'événement qui se tient en ce moment justement pour la sensibilisation au dépistage donc du cancer du sein. Nous parlerons également ce matin de bénévolat et surtout le bénévolat de jeunesse. Qu'en est-il du bénévolat? Pourquoi c'est important justement particulièrement quand il s'agit de prendre en charge ou d'encourager ou d'encadrer aussi les jeunes. Et bien entendu l'événement de la semaine, l'événement par excellence, la 17e édition du FIBDA qui se tient toujours, et nous allons avoir donc un BDiste qui sera parmi nous ce matin pour partager en notre compagnie sa passion. En fin d'émission, avant la fin de l'émission, nous allons aller aussi du côté de Ouargla pour retrouver notre ami Farhat Mouzaoui. Et en fin d'émission, nous aurons Samira Hadjamar qui sera parmi nous. Alors vous savez que cette semaine, le monde de l'art, de la télévision, du cinéma a eu un deuil, n'est-ce pas, Amel? Oui. Donc nous avons perdu un autre pilier du cinéma, de la télévision, du petit écran, un grand artiste. Donc il s'agit de Fouzi Saïchi, très connu par Rmimez, n'est-ce pas? Voilà, sous le nom de Rmimez. D'ailleurs, à chaque fois que je le rencontre, je dis Rmimez. Oui. Il me dit Nour, Fouzi, Nour, Fouzi. Donc il nous a quittés et justement Samira Hadjamar a choisi de lui rendre hommage en cette matinée. Voilà donc pour le programme de cette matinée qu'on vous propose. Et sans plus tarder, Amel est parmi nous aujourd'hui pour nous donner les nouvelles du ciel et ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Alors Amel, il faut dire que nous avons eu quand même la saison automnale. Hein. Ah oui, n'est-ce pas? Franchement, est-ce que c'est pas agréable? C'est très Par rapport agréable. à l'été. En tout cas, je t'attendais avec impatience chaque jour pour regarder bulletin météo. Et qu'est-ce que j'étais contente quand tu nous disais ce soir il y aura des pluies. Oh, voilà. Moi j'étais aux anges. Mais nous avons eu depuis le mois de septembre quand même, nous l'avons senti hein, la saison automnale, donc il fait agréable, bon la journée, parfois très chaud, mais le soir il fait frais quand même. Bon. Ah oui, même ce matin. Même ce matin, effectivement. Nous avons même eu droit à des pluies ces temps-ci. Exactement. Inch'Allah, il y en aura encore. Inch'Allah, il y en aura encore. Et qu'en est-il pour aujourd'hui, Amel? Eh bien, allons-y. On y va. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera dégagé à partiellement voilé sur les régions de l'ouest et le centre. Par contre, à l'est, eh bien, on aura des nuages bas assez denses, mais qui peuvent donner quelques pluies par endroits. Mais vers l'extrême est, durant l'après-midi, la moitié sud, des orages vers l'extrême sud, le Ega et le Tassili, qui peuvent aussi donner probabilité de quelques pluies par endroit sur le Ega et le Tassili. Ailleurs, rien à signaler, le temps restera bien dégagé. Par contre, on aura des sements de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, les oasis, le nord du Sahara oriental et le nord Sahara.
Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt agréables par endroits. Le minimum 22 degrés du côté de Batna, 23 à Al-Bayad, également Djelfa, Constantine, Sétif, 26 degrés à Tizi Ouzou, Annaba, 28 degrés à Alger, Tlemcen, 30 degrés Oran, également Relizane et Chlef. Au sud, 34 degrés à Béchar, 33 du côté de Ouargla, Hassim Saoud, 31 à Gargaya, 38 à Insalah, 33 degrés à Janet, et également Tamanrasset, 40 degrés à Adrar et 41 degrés le maximum cette fois-ci, Borj Bedjimourtar et Ingazam. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera plutôt peu agitée sur les côtes ouest et centre, plutôt agitée sur les côtes est avec des vents qui varient entre 20 et 40 km/h sur les côtes centre et est et 10 à 40 km/h sur les côtes ouest. Les vents sont de secteur nord-est sur les côtes ouest et centre et ouest à nord-ouest sur les côtes est. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui. Eh bien, le soleil se couchera vers 18h28 Pour davantage d'informations, comme toujours, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Alors, 33, j'étais encore coincée au 33. 28 pour aujourd'hui, Ouais. sur Alger. Agréable. Inch'Allah. Agréable. Inch'Allah. Des pluies? Ben, on verra bien. On verra bien. On verra bien avec les prévisions à venir. Bah, tu nous diras peut-être à midi ou 19h aujourd'hui, probablement. 19h surtout. Hein, 19h surtout, oui. Midi, ça va pas beaucoup changer. Midi, c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Donc, Pour 19h, Inch'Allah, probablement, on Pour le aura de lendemain. bonnes nouvelles. De pluie. Exactement. Inch'Allah. Voilà, On Inch'Allah. l'espère. En tout cas, merci beaucoup, Amel. C'est moi qui On te se retrouve donc, comme on le disait, après Journal Télévisé du midi, après celui de 19h, Et pour demain. plus ample information. Et demain, à partir de 8h. Merci Avec beaucoup, plaisir. Amel. Et C'est on moi. continue. Et cette fois-ci, ce sera donc une pause musicale en compagnie de Mahir Zaini. On sort sur le plateau. Et cette fois-ci, ça va être dossier santé. Comme je vous le disais, le mois d'octobre donc, est synonyme du mois rose ou octobre rose, donc le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein par excellence. Et nous allons parler en compagnie de notre ami, donc docteur Fethi Benachenhou. Il l'a bien dit ce matin, c'est la rentrée scolaire pour nous deux, n'est-ce pas, docteur? Oui, j'ai laissé mon cartable. Bonjour. Bah, il est juste là, Il le est mien. juste là, le cartable. J'ai pas mis ma blouse blanche. 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 Blanche pour les collèges et les lycées. Ah bon? Oui, et après ça va être bleu pour les garçons et rose pour les filles au primaire. Voilà. Il y a tout un langage des couleurs. De couleurs, bah oui, c'est la sémiologie, effectivement. vrai. Ça va, docteur? Vous êtes reposé? Ça va. Pas reposé. Moi, Pas reposé. je vais vous faire un aveu. Dites-moi. Je prends jamais de ce qu'on appelle un congé. Moi, c'est quand je travaille que c'est tellement agréable. Sincèrement, Oui. hein, je sais Oui. pas, je travaille toujours, je vous dis une chose, des fois, au niveau du bord de mer, et à la plage est à deux. Ah, Hadja Farja. Je vous dis, depuis 60 ans, j'ai pas mis les pieds là. Non, sérieux, J'aime c'est vrai? j'aime beaucoup plus les cascades. Ah, les cascades, oui, oui. Il y a beaucoup de cascades, la route de Médéa, Ruisseau des Singes, tout ça, il y a des cascades et de l'eau, c'est merveilleux. C'est un coin merveilleux. La mer, la plage, je ne suis pas très amateur. Oui, après ça, c'est des préférences, effectivement, mais même la Oui. cascade, ça a aussi son charme. Ça a aussi... Vous savez pourquoi j'aime les cascades? Dites-moi. Quand on va à la plage, il faut mettre son maillot, Oui. enlever ses vêtements. Quand vous êtes une cascade, vous mettez dessous. Et vous mouillez Oui. tout le corps, les vêtements, tout ça. Mais On n'a au pas bout- besoin de protocole de plage. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous êtes séché, très bien, il n'y a pas de problème. Et c'est bon pour les cheveux. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est de l'eau effectivement. de source. Effectivement. Alors, docteur, aujourd'hui, si on se voit aujourd'hui, c'est parce que justement, nous sommes en plein mois d'octobre. Octobre, c'est donc le Vous n'avez mois pas de mis de rose. sensibilisation. Non, j'aurais dû, effectivement. Voilà. Alors, on a dit qu'aujourd'hui nous allons parler donc de sensibilisation. Octobre rose. Octobre rose, bien que je reprends toujours vos paroles, la sensibilisation c'est tout au long de l'année, pas seulement le mois d'octobre. Le mois d'octobre, ça nous permet juste de faire une halte, on va en parler, mais ce sera juste après cela. Et
avant de retrouver donc notre ami Dr Fethi Benachnou, nous allons aller du côté d'Oran pour retrouver notre ami aussi Iman Maharougaras qui est en direct pour nous transmettre l'ambiance d'un grand événement organisé par la télévision algérienne et aussi le Croissant Rouge justement dans cette optique de sensibilisation au cancer du sein. Iman, est-ce que tu nous entends? Iman, bonjour. Bonjour Nolhouda, bonjour docteur Benachnou. Eh bien, on est très heureux de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, en cette matinée du vendredi. Bien sûr, nous sommes le 3 octobre. Enfin, le grand jour est arrivé. Eh bien, nous sommes très émotifs en cette matinée et nous sommes vraiment dans un endroit mythique de la wilaya d'Oran. Eh bien, nous sommes à la place du 1er novembre. C'est une place qui signifie beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, nous allons on participe à un grand événement, un événement qui a été initié par le Croissant Rouge en collaboration avec la télévision algérienne et la société civile qui sont tous présents et qui se sont toutes, je dis bien toutes parce que ce sont des femmes, beaucoup plus, des femmes qui vont participer à ce grand marathon, alors qui prendra le départ d'ici même, de cette station mythique et historique de la wilaya d'Oran. Alors j'ai à mes côtés la représentante du Croissant Rouge qui est présente avec nous, qui va nous parler un petit peu, qui va nous dire quelle est l'importance de ce grand événement aujourd'hui. Bonjour à tous. L'importance de cet événement, c'est que c'est le lancement de la campagne d'Octobre Rose. C'est une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein où on a un programme trop chargé du 1er au 31 octobre pour toucher un maximum de femmes, arriver à les sensibiliser à propos de l'importance de premièrement, de se protéger ou d'avoir une bonne hygiène de vie. De ce fait, le marathon et la marche, et aussi de l'importance de dépistage précoce de la maladie pour mieux être traité et pris en charge. Voilà, alors le marathon d'aujourd'hui, ça va être de la place 1er novembre jusqu'à la place de la Liberté. Ça va être pour sensibiliser, pour avoir un écho, pour que toutes les femmes sachent l'importance de cette campagne. Aussi pour soutenir toute femme malade qui lutte encore et encourager les autres à se faire dépister. Merci beaucoup. Alors bien sûr, nous avons avec nous la représentante de la télévision algérienne parce que là, elles sont toutes là pour, on va dire, courir. On va courir pour sensibiliser contre le cancer du sein. Alors voilà, elle est avec nous. Elle va nous parler un petit peu de cette participation très forte de la télévision algérienne. Donc on est là pour encourager les femmes, pour leur lancer un message et leur dire le corps n'est pas fait pour être beau, mais il est fait pour être fort, pour nous porter. Et quand le corps est bien, il est fort, on peut traverser la vie. Et je suis en particulier en train d'encourager toutes celles qui sont en train de combattre dans des hôpitaux et qui sont en train de survivre. Et je leur dis courage. Ayez confiance en vous et Innallaha ma'a sabirin, et on est là pour vous dire que rien n'est perdu et la vie elle est devant nous et on court pour encourager toutes celles qui ne le font pas. Il faudrait faire une activité sportive, il faudrait bouger et manger moins et essayer d'équilibrer, et on est là avec vous et on ne vous oublie pas. Et je tiens particulièrement à lancer un petit message à nos camarades et collègues qui sont en train de combattre avec les représentants du Croissant Rouge, mais aussi avec les malades et celles qui sont malades et qui combattent et qui travaillent. Et bravo à vous et félicitations, on est là pour vous soutenir, pour être avec vous, mais on n'a pas votre courage. C'est vous qui nous donnez de l'énergie pour venir recourir avec vous en ce moment où j'espère l'année prochaine, on sera beaucoup plus nombreuses à courir ensemble et soyons tous unis
pour combattre cette maladie. Et on remercie aussi les médecins, n'est-ce pas, et les chercheurs qui sont en train de faire de l'énergie. Un travail colossal. Un travail collectif, et l'union fait la force. Et aussi bien les médecins, les oncologues, les malades. Et nous sommes tous unis pour combattre cette maladie. Très bien, merci beaucoup. Alors, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, merci. Alors, c'est un élan de solidarité et de sensibilisation en cette matinée du vendredi. Alors, on va toutes courir 3 à 6 kilomètres en cette matinée, bien comme l'a si bien dit notre invité. Donc, courage, 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 et puis manger, bouger, manger équilibré, et puis bonne journée à vous. Merci à Noul Houda, et puis bon courage aussi à Dr Benachnou et toute l'équipe de Bonjour d'Algérie en cette matinée. Au revoir. Merci beaucoup Imen, bravo pour ce bel événement et bon courage à toi aussi, et bravo puisque Imen, elle va donc participer à ce marathon qui sera donc exclusivement, plutôt la participation sera féminine, exclusivement féminine. Voilà, alors docteur, je reviens à vous. Donc on disait ça, c'est le genre d'événement donc qu'on fait très souvent, où on fait appel à des femmes justement pour la sensibilisation, pour donc informer déjà de l'importance du dépistage précoce. Oui. Voilà, là, d'habitude, les instances sanitaires mondiales, et l'Algérie a toujours honoré ça, organisent la journée mondiale. Il se trouve qu'avec le cancer du sein, c'est tout un mois. Mais c'est tout un mois pour aller vers la population féminine et sans oublier la population masculine. Je vais expliquer pourquoi. La population féminine, parce que le cancer à travers le monde, et pourquoi je dis à travers le monde? Nous sommes des humains. Oui. Et les humains, ils occupent la Terre. Il y a une augmentation. Le problème, c'est une question de vitesse entre le cancer et l'être humain. Il ne faut pas que le cancer s'installe dans le corps humain. Il se trouve que le cancer touche, surtout le cancer du sein, touche beaucoup plus les femmes et a une allure vertigineuse. Ce qui est important, c'est d'ailleurs le cancer qui est classé numéro 1. Numéro 1 est la première cause de mortalité. Je peux commencer à citer des chiffres. Non, mais je crois qu'il faut aller et expliquer à ceux qui nous regardent qu'est-ce que c'est que le cancer du sein. D'abord, leur expliquer, c'est ça qui est important, qu'est-ce que c'est que le sein. Le sein, les hommes ont un sein, mais il est, si vous voulez, inactif. Pourquoi inactif? Parce qu'il n'y a pas les hormones féminines. Il n'y a pas les hormones qui n'existent que chez la femme. Et la femme est quelque chose d'extrêmement fragile dans tous les sens du terme, et surtout elle est réglée d'une façon très exacte. Il y a des hormones féminines, et cette échelle d'hormones féminines, vous savez, ce sont des étapes, elle est très fragile et elle peut être perturbée. Je crois ce qu'il faut expliquer. C'est vrai qu'il faut dépister, mais moi, j'aime pas dépister. Moi, j'aime anticiper dans la mesure du possible pour éviter le cancer. Alors, l'anticipation, elle se fait comment? Parce que quand on parle d'anticipation, on parle que de dépistage. Voilà. En fait, ça se fait comment? Ça se fait comment anticiper? Premièrement, une éducation sanitaire. Expliquer ce que c'est que le corps. Et ça devrait commencer déjà au collège avec les adolescentes. Vous me l'avez qui me non, c'est vrai, c'est juste. Ça doit commencer. C'est pas uniquement. C'est vrai une place avec tout le cérémonial, avec ces éléments-là. Mais par exemple, le sport. Le sport, c'est quelque chose d'important. Il faut insister et veiller et être à cheval sur le sport et ses bienfaits. Vous savez bien, à l'école,
À l'école, on parle de sport scolaire. À l'école, parce que on est d'abord petite fille, gamine, avant de devenir une adolescente. Et c'est le même schéma pour l'homme. Justement, docteur, parlons de sport à l'école. Là, vous me tendez la perche parce que je me rappelle, une fois à la pédiatre de mon fils, en discutant comme ça, à battant un peu, j'ai trouvé un petit peu hors d'elle et elle me dit, il y a des parents qui viennent me voir pour dispenser leurs enfants du sport. Voilà. Elle me dit juste parce que les enfants n'ont pas envie de se fatiguer. Voilà. Et elle était hors d'elle justement par rapport à cela. Ça, c'est important. Par exemple, si à la période de rentrée scolaire, je ne sais pas si ça existe toujours, il y a un afflux des parents, atteignez certificat dispensé de sport. Voilà, vous voyez là, on lutte, on dépiste le cancer par un truc qui a priori semble ne pas avoir de liaison avec le cancer. Deuxièmement, ce qui est important et c'est vital, et je lance un appel, il faut apprendre aux filles à connaître leur corps. Qu'est-ce que c'est que le sein? Pourquoi on a ces règles? Pourquoi, comment surveiller ces pertes de sang? Comment surveiller comment, par exemple, le sein? Anticiper, quand je dis anticiper, il faut apprendre aux femmes à être face à un miroir et examiner les seins. Qu'est-ce qu'un sein normal? La morphologie, tout à fait de ce sein, et qu'est-ce que c'est qu'un sein qui commence à être touché? Ça pour la personne, la jeune fille. Pourquoi j'insiste la jeune fille? Parce qu'il y a une spécificité macabre en Algérie, c'est que le cancer du sein, au contraire d'autres pays, il survient de plus en plus jeune. Oui. Jeune, il y a ces éléments dont il faut tenir compte dans une politique ou dans une action de sensibilisation, de prévention. Ensuite, pour les femmes d'un certain âge, ou pas d'âge certain, un certain, c'est avec les sœurs quand on prend la douche. On s'examine mutuellement. Par exemple, les femmes mariées, les hommes doivent être impliqués, qu'ils doivent surveiller, et la forme d'un sein, la modification d'un sein, la modification du mamelon, tous ces éléments, la modification de la peau. Et c'est sur ça qu'on doit insister. Et moi, j'ai la chance de pouvoir le faire au niveau de Canal Algérie chaque vendredi matin. C'est ces éléments-là qu'il faut communiquer, et c'est à partir de là, d'une petite modification, qu'on peut développer. Ensuite, il y a la prise en charge. On peut éveiller les gens, les sensibiliser. Mais quand ils passent pour aller être rassurés ou être examinés, c'est là que se posent les difficultés. Il y a des femmes qui ont dit il y a tellement de difficultés, tellement de gens qui attendent, de brouhaha. Moi, je suis retourné chez moi. 3 mois après, c'était l'explosion. Ensuite, ça c'est important, moi j'insiste, j'ai vécu une femme, je n'oublierai jamais, qui avait un sein comme un melon. Ça existe, un melon. Et le pire, c'est pas ça, moi, qui est resté, c'est que le sein, il y avait un écoulement d'un liquide, et elle faisait ça, elle absorbait ce liquide avec tchouel, c'est-à-dire des restes de vêtements ou de tissus. Je crois qu'il faut, et surtout, quand j'ai vu ça, je les salue, mais ce qui est important, c'est d'aller, pas la télévision, non, je parle on a des structures de santé de proximité, c'est tout près, ça fonctionne, il ne faut pas les créer, et je crois qu'il faut les dynamiser, donner un bon coup de pouce pour que le personnel médical, paramédical se déplace dans les... Vous savez, moi je... En fait, les caravanes, elles se font très souvent, pas forcément le mois d'octobre, mais tout au long de l'année, et ça, c'est très intéressant. Bien sûr. C'est la société civile, justement, qui l'organise en compagnie de médecins, même de psychologues, si jamais. Donc, il y a des dépistage. La femme est très vite prise en charge, au moins sur le plan psychologique. Actuellement, il y a une caravane sur tout le territoire national, pas pour le sein, pas pour le cancer du sein. C'est une caravane qui est allée à travers le truc, lancée, initiée par le ministère de la Santé, et c'est un retour aux sources, et c'est l'application sur le terrain de la santé de proximité. Alors, mot d'ordre pour aujourd'hui, docteur,
Prévention, prévention, prévention. À partir des CEM et des lycées. À partir d'un jeune âge, effectivement. On n'a pas parlé des hommes. On en parlera la prochaine fois. Comme vous voulez. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur. De rien. On se verra très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah, et on parlera cette fois-ci des hommes. Merci beaucoup, docteur. De Cette rien. fois-ci, nous allons nous intéresser à un artiste que notre ami Falih Hamdi a rencontré. Donc, il s'agit de Mohamed Aklim Abed et on se retrouve juste après. Dans une ambiance créative et joyeuse, le Centre des Arts et de la Culture du Palais Bastien 23 a organisé un atelier de dessin pour les enfants, animé par l'artiste plasticien Mohamed Aklim Abed. C'est une initiative que j'ai prise dans le sens où je voulais relancer un peu l'amour de ce qui est beau, surtout parce que la couleur, la peinture, le dessin, c'était toujours notre dada d'enfance, on voulait dessiner. C'était de là qu'on a lancé nos créativités à chacun de nous. On a commencé par le dessin, puis après chacun a fait un modelage, il y a ceux qui ont fait des crayons de couleur. Mais c'était très important pour la créativité de l'enfant. Et c'est ce que je veux relancer, surtout qu'actuellement, avec les moyens de communication, le téléphone, l'intelligence artificielle, les gens ont tendance, tout le monde presque, ont tendance à oublier cette fibre qui est en nous, la créativité. L'atelier a été l'occasion pour les jeunes pousses de découvrir leurs talents et d'exprimer leur imagination à travers des couleurs pleines de vie dans le cadre de l'exposition Écho de l'âme, harmonie entre la lumière et la matière. J'adore les couleurs, les scènes de vie et les dessins. عجبني لي طابلو تاعو وكيف يرسم وهو اليوم علمنا كيف نلونو كيف نرسمو عجبني بزاف. نقول كاع الدراري ما تشدوش تليفون وكاع تقعدوش غير تلعبوا بيهم ولازم ترسموا كامل. سمعت بهذا الاتيلي وبعد جيت حبيت نتعلم نرسم كما هو وبعدين اليوم جيت لهنايا. عجبوني الرسومات هذوما ولي طابلو تاع الطبيعة وجيت نرسم باش نتعلم. Une vingtaine de toiles où se mêlent le réalisme et touches impressionnistes invitent les visiteurs à une immersion dans la richesse et la diversité du patrimoine culturel et naturel algérien. Je suis autodidacte en fait, je suis artiste peintre mais autodidacte. C'était les balbutiements depuis l'âge de 8 ans. J'ai commencé bien sûr à m'intéresser au dessin en crayon, etc. Et avec l'évolution, je me suis un peu laissé influencer par des grands artistes, que ce soit locaux comme Nasser Dindini, comme Ziani, c'est Ziani, et bon, en termes universels, j'étais plus influencé par Paul Cézanne. Entre portraits, paysages marins et ruraux, nature morte et vie citadine et architecture urbaine. L'artiste explore couleurs de la Méditerranée, tout en mettant en valeur l'architecture et les symboles du patrimoine national. Mohamed Aklim Abed rappelle que chacune de ses œuvres véhicule un message, une histoire singulière. J'expose 27 œuvres. Elles sont un peu variées, hein, entre la nature morte, la nature, les sites et cités saines, et des calligraphies, juste des échantillons, puis après aussi de portraits pour montrer un peu la variété de mes œuvres, grosso modo. Ça tourne sur des thèmes locaux, algériens, tout ça. J'ai préféré aussi passer des messages culturels à travers ces œuvres. Mohamed Abed offre ainsi au public algérois une rencontre où la lumière dialogue avec la matière, où l'art pictural devient à la fois mémoire, message
et célébration de la beauté algérienne. Et de retour sur le plateau, et cette fois-ci nous allons parler d'art, nous allons rendre hommage aussi. Vous savez, en ce moment c'est la 17e édition de la bande dessinée et nous recevons ce matin donc Monsieur Kébir, bonjour, marhaba bik. Monsieur Ben Youssef Abbas Kébir. Monsieur Ben Youssef Abbas Kébir, voilà. C'est un peu long mais il faut citer voilà, le pour nom. ne pas que je me trompe, j'avais peur de me tromper. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Allah yasselmek. Et moi aussi le plaisir est partagé parce qu'à chaque fois je passe à Canal Algérie et je passe avec vous. Voilà, c'est toujours dans l'Ouda voilà. que je vous reçois. C'est une aubaine. C'est toujours un plaisir. C'est un voyage vers l'histoire que vous allez nous proposer. Merci. Comme à chaque fois. Oui, bon, ma participation à la 17e édition du Festival international de la bande dessinée, le FIBDA. Bon, cette année, j'ai eu un prix. Alors, on va en parler. Je présente juste notre Samira Hadjamari qui nous rejoint. Samira, bonjour. Ça va? C'est un plaisir de te retrouver. Moi aussi, je suis ravie de te retrouver. Merci beaucoup. Après les vacances. Oui, ça va? Oui, très bien. Alhamdulillah, en ta compagnie, nous allons rendre hommage à un grand pilier du cinéma, du petit écran algérien. Oui, du grand et petit écran. Fawzi Saïchi, plus connu, surnommé par tout le monde affectueusement Ramemez. Effectivement. Alors, on va en parler dans un petit moment. Alors, justement, Monsieur Kébir, nous parlions de votre participation. Et cette fois-ci, vous avez eu une distinction donc, lors de cette 17e édition, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bon, donc, moi, j'ai participé toujours. Le concours, il est toujours organisé chaque année par le FIBDA. Donc, cette année, j'ai participé avec un projet, ce qu'on appelle, parce qu'il y a des catégories BD professionnels, meilleur projet et jeune talent. Moi, j'ai fait, c'est-à-dire le meilleur projet, c'est-à-dire vous travaillez sur un projet et lorsque le concours, c'est-à-dire venu, vous allez présenter quelques planches. Voilà, ce qu'on appelle un projet. Moi, de toute façon, moi, j'ai déjà terminé l'album Takfarinas sur 40 pages, mais pour le concours, j'ai proposé uniquement 8 pages, c'est-à-dire des extraits de mon album. Et donc, j'ai eu le meilleur prix du meilleur projet bande dessinée. La deuxième activité, hier, j'ai donné une conférence sur l'anglais dans la bande dessinée en parlant de ma propre expérience. Parce que j'ai ramené... Vous permettez? Oui, mes publications. Donc là, c'est la première bande dessinée algérienne en anglais, éditée en 1994. Ah. Oui, avec mon ami Bouchakor, c'était un prof d'anglais, c'est lui qui a fait les textes. Et là, en quelque sorte, c'est une autobiographie, parce que moi, j'ai fait un voyage en 82 à Londres avec cet ami. Et là, on a eu l'idée, pourquoi pas ne pas réaliser une bande dessinée. C'est deux jeunes qui vont faire, c'est-à-dire, ils ont fait un voyage à Londres pour visiter les différents sites touristiques, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, etc. Donc c'est la première bande dessinée en anglais. La deuxième, c'est, on a choisi... Voilà, on a choisi Juha qui parle anglais. Hein. Voilà, donc c'est pour ça, learn English, apprenons l'anglais avec Juha. Là, on a choisi à peu près une dizaine d'histoires drôles. On retrouve donc les anecdotes de Juha? Oui, et des anecdotes. Alors, M. Bouchakor, il a fait les textes. Donc, lui, il a écrit le texte qu'on appelle texte indirect, indirect speech. Et à côté, il y a la planche qui est des bulles vides. Les bulles sont vides. Alors, le lecteur, il lit le style indirect pour remplir les bulles. C'est un exercice. C'est un exercice. Dans le domaine pédagogique. C'est un livre interactif, on va dire. Voilà, en quelque sorte, oui. C'est édité par Tala Édition en 2000. D'accord. Et le Welcome to Algeria. Alors, Hadaya, il est en voie de publication chez les éditions Papyrus. C'est Welcome to Algeria, Mr. Bean. Bon, Mr. Brown, pardon. Mr. Bean. Il lui ressemble un peu. Bon, lapsus révélateur. Mr. Voilà. Bean, non, au départ, non, sans vous cacher, au départ, j'allais faire Mr. Bean. Bon, d'accord. Mais il y avait des risques de droits d'auteur et tout. Donc, on a transformé le personnage pour devenir Mr. Brown. Donc, c'est un touriste britannique qui vient et il découvre l'Algérie. Donc il va vers l'ouest, il découvre Tlemcen, la ville d'Oran, puis il prend, sans oublier, Alger. Il commence par Alger. Il y a la Casbah d'Alger, il y a Maqam el-Shahid et tout. Et puis il fait les quatre coins du pays. Vers l'est, il va visiter Constantine. Et vers le sud, c'est Biskra, c'est Boussaada, parce qu'il va manger, il va goûter à la Tchertoucha. Et puis le sud, le Tassili.
Donc tout ça, le lecteur va lire ça avec, c'est-à-dire en même temps il visite l'Algérie et en même temps il apprend l'anglais aussi. Voilà, c'est très intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui, les jeunes s'intéressent beaucoup plus à la langue anglaise. Surtout l'anglais, il est en vogue maintenant, il est programmé dans le système scolaire. Les jeunes maintenant, ils trouvent du plaisir à parler l'anglais que le français. Hein. C'est vrai. Voilà. Donc c'est des supports pédagogiques pour aider nos jeunes à mieux maîtriser la langue de Shakespeare. Alors justement, M. Kébir, à chaque fois que vous participez au FIBDA, vous avez un petit peu cette opportunité, cette occasion, c'est de rencontrer la jeune génération qui s'intéresse beaucoup à la bande dessinée. Beaucoup d'albums ont été édités par des jeunes et j'imagine que vous avez cette connexion avec eux. Alors vous les trouvez comment dans le monde de la bande dessinée? Eh bien, je vais vous raconter une petite anecdote. Hier, pas plus tard qu'hier, j'étais au stand Papyrus, d'ailleurs c'est mon éditeur. Oui. Alors il y avait mes publics, bon, il y avait Henri Baillot et il y avait le Petit Omar. C'est une bande dessinée éditée l'année passée. Et bien, il y avait un jeune qui est venu avec son père. Il avait à peu près 9 ans, 10 ans. Et il s'est souvenu qu'il avait acheté ce livre. D'accord. Alors, il nous a dit, oh papa, c'est le bouquin qu'on a acheté l'année passée. J'ai dit, tu as une bonne mémoire. Puis, il nous a dit quelque chose. Il m'a dit, écoutez, lorsque j'ai lu cette bande dessinée sur le petit héros du petit tueur, j'ai pleuré. Oh là là, c'est marquant, c'est vraiment marquant. Un jeune. Donc cela veut dire que vous avez utilisé un style que les jeunes peuvent comprendre, parce que si un enfant de 9 ans a fini par pleurer. Donc il a bien apprécié cette bande dessinée, autant qu'il a versé des larmes. Donc c'est bien ciblé. On a ciblé le jeune public pour faire... Parce que maintenant, qui dit histoire, dit les bouquins aux pages jaunies, inaccessibles. Voilà. Nous, on a essayé de vulgariser, de simplifier, résumer l'histoire de notre pays auprès de la jeunesse, soit à travers les biographies, soit à travers les événements. Moi, par exemple, j'ai fait un tas de biographies, les miracles, etc. Et les événements tels que le 17 octobre 61. Je l'ai adapté, enfin, l'événement, je l'ai adapté en bande dessinée. Effectivement, donc vous avez consacré un petit peu toute votre carrière de BDiste justement pour la vulgarisation, l'information, la promotion de l'histoire. Avec le temps, je me suis spécialisé dans la bande dessinée historique et la bande dessinée pédagogique. Pédagogique, voilà. Pas d'humour, pas de science-fiction, enfin c'est des thèmes que mes collègues BDistes, chacun y choisit. Moi j'ai trouvé mon créneau, c'est mettre mon art, la bande dessinée, au service des sciences. Soit la pédagogie, soit l'histoire, soit l'archéologie. Alors justement, pas d'humour et pourtant vous avez rencontré beaucoup d'humoristes dans votre entourage. L'un d'entre eux, donc il a fait beaucoup d'humour. Comédien. N'est-ce pas? Comédien, mais il a fait beaucoup d'humour. Il nous a fait beaucoup rire aussi. La Saleh, vous l'avez connu. Vous l'avez connu. Oui, justement, en discutant avec mon ami, en discutant sur cet acteur, une fois, parce que j'étais responsable au niveau du musée de la manufacture d'armes à Bidiana, alors de temps en temps, je recevais des groupes de visiteurs. Oui. Alors, à cette époque-là, je crois 2014, il y avait les journées cinématographiques au niveau de la wilaya d'Ain Defla. Donc, il y avait tout un monde du cinéma algérien qui sont venus. Il y avait Madame Al-Arbi Zekkel, Fatima Berberla El-Hamha, le réalisateur Ben Ammar Bakhti, et il y avait Fouzé Saïchi avec eux. Et Fouzé Saïchi, ma عجبوش الحال. Alors moi, ma technique, c'est lorsque je reçois les visiteurs, je donne un aperçu historique, un bon speech pour ouvrir l'appétit. Voilà. Donc, je commence à donner des explications historiques sur la ville de Miliana, sur le musée et tout. Mais il y avait un brouhaha. Voilà, il y avait des gens qui sont désintéressés. Eh bien, lui, il a mis un peu d'ordre. Écoutez, ça c'est tout, Fouzi Saïchi. Alors justement, c'est la rigueur. C'est la rigueur, effectivement, et c'est ce qui fait son succès. D'ailleurs, n'est-ce pas, Samira? Nous allons en parler. Justement, aujourd'hui, tu as choisi de lui rendre hommage, et ce sera juste après cela. Aujourd'hui, Samira, tu as choisi donc, de rendre hommage à cette
figure du J'ai été touchée comme des millions d'Algériens, comme toute l'Algérie, je pense. On a été très affectés par son Alors, pour l'anecdote, ma mère ne nous a pas cru quand on lui a dit qu'il est décédé. Il fallait qu'elle attende le journal télévisé du 20h pour nous dire bon, finalement. Parce qu'il n'a pas été hospitalisé très longtemps. Oui. Hein. Je pense que c'était à peu près 9 à 10 semaines. Il a fait, je pense, un AVC. Ses amis lui ont rendu visite. Il a été quand même accompagné, soutenu par sa famille, sa première famille, enfin sa deuxième famille artistique. Et de lui, on avait de ses nouvelles. C'est grâce à eux. Alors, ce que monsieur a raconté, c'est un peu de ce qu'il a été à la base. Fawzi Saïchi est né en 1951. Il est né à Insfra, dans la wilaya de Naama. Et il est venu, il a fait l'école des cadets. L'école des cadets de Qléha. Donc, et à cette époque-là, voilà. Et justement, ça te dit de voir tout ça en images? Oui, bien sûr. Oui. Alors justement, nous allons aller voir le reportage de Linda Teboul, là justement où elle rend hommage à Fawzi Saïchi. On se retrouve juste après. Le monde artistique algérien est en deuil depuis lundi dernier. L'acteur et comédien Fawzi Saïchi, connu sous son nom de scène Rmimez, s'est éteint. Figure incontournable du cinéma, du théâtre et de la télévision. Il laisse derrière lui une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Né le 9 avril 1951 à Ain Safra dans la wilaya de Naama, Fawzi Saïchi grandit à Alger, où il découvre très jeune sa passion pour l'art dramatique. De la radio au théâtre, puis au cinéma, il s'impose rapidement comme l'un des visages les plus talentueux de sa génération. Son rôle dans Un toit, une famille en 1982 lui vaut le prix de la meilleure interprétation masculine aux Journées cinématographiques de Carthage. Tout au long de sa carrière, il enchaîne les succès et se distingue par sa polyvalence. Des films comme Leila et les autres, de Hollywood à Tamnarast ou encore la série culte de Nesm Cité, témoignent de son immense talent et de sa capacité à toucher le public par son humour, son charisme et sa sincérité. Aujourd'hui, collègues, proches et institutions culturelles saluent la mémoire d'un artiste exceptionnel. Au-delà des écrans et des planches, Fawzi Saïchi restera dans les cœurs comme un homme généreux, profondément attaché à son pays et sa culture. Avec sa disparition, l'Algérie perd une grande voix de l'art et de la scène, mais son œuvre, elle continuera de vivre à travers les générations. Toute autre légende, d'ailleurs, n'est-ce pas Samira, il continuera à vivre. Il est rentré, les jours où il a commencé à rentrer, je dirais, à être diffusé à la télévision, il est rentré dans le cœur des Algériens. Tout le monde connaît Rmimez, tout le monde connaît Fawzi Saïchi. Donc pour revenir, il a fait donc dans les années 70 l'école des cadets de la Révolution de Qléha. Il a même été, je pense, dans la même... ou du moins, Yasmina Khadra a dit 2 mots sur lui à ce sujet. Et il l'a connu là-bas, il l'a décrit comme un homme très généreux, comme une boule d'énergie, comme quelqu'un qui ne s'arrêtait pas. Et ce qu'il a on la voit, la photo justement de l'école des cadets. Oui, Fawzi Saïchi est à gauche de la photo, pardon. Voilà, on le voit, il est jeune. Pourtant, il ne va pas continuer une carrière militaire, il va être plutôt un musicien. Il va être trompettiste, il va être musicien de jazz dans les années 70. Il va même jouer avec la troupe du théâtre francophone de la radio nationale, donc au début des années 70. Mais bon, après, je pense qu'il a dû se faire des copains et rentrer dans le cinéma. Et c'est comme ça qu'il, dès, je crois, 77, il a joué dans sa première interprétation, Linda Teboul l'a dit, le film de Silani Mazif, Leila et les autres. Donc après, ça a été une succession. Il a fait de la figuration bien sûr, mais il a aussi joué dans des rôles marquants. Ça lui a valu un prix à Carthage pendant les journées. Il a un physique atypique, une personnalité assez... en fait, de lui, qu'est-ce qu'on dit, les réalisateurs, les cinéastes, c'est qu'il avait... il était très expressif. Donc, que ce soit pour l'humour ou même pour quand il devait être sérieux,
on était avec lui. Les images qu'on voit sont les images du groupe Tegraoula. Oui. Il a il a joué dans le clip. Et les images sont incroyables. La musique s'appelle Jida. Pour ceux qui veulent l'écouter, elle est sur YouTube. Donc il a eu des rôles dans des clips. Donc la musique, on le retrouve aussi avec plusieurs chanteurs. Il a joué dans plusieurs films. Il a joué avec les meilleurs. Il a joué avec Fellag. Sa meilleure amie à l'image, je pense que c'était Wurdia Ahmetouch. On les retrouve tous les deux dans Mouramirat Termimez, et c'est comme ça qu'il a gardé son nom. Il a joué dans les films qui ont marqué le cinéma de l'après-guerre, c'est-à-dire la rupture. Les premiers réalisateurs comme Merzak Alwesh, ça parlait de nous, on nous voyait à l'écran, et c'est à travers des acteurs comme lui qu'on a pu, donc que ce soit à la télévision, dans Nesneh City, ou Boucroune, ou Jimei Family, ou en fait il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On aurait aimé s'étendre. Il a joué avec Tarhouchi dans un court-métrage en 2016 qui s'appelle Yidir. Il a joué, je crois, l'un de ses derniers films, c'est Roman la Fraisse. Voilà. Et on l'a vu, on va le voir, il a monté les marches de Cannes, il était très touchant en fait. Voilà. Très touchant, effectivement. Voilà. Donc, comme le disait Linda Tebo dans son reportage, donc lui, il est parti effectivement, mais son œuvre restera comme une véritable légende. Il y a eu un hommage, voilà, juste si on voit encore les images, il y a eu un hommage au CCA de Paris, et puis ensuite, il a été enterré au cimetière de Hasnawa de Chiranga. Voilà. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Samira, pour ce bel hommage que tu as choisi aujourd'hui de rendre à cette grande figure du grand et petit écran. Il a bien mérité d'ailleurs. Merci beaucoup, Samira. Monsieur, ça a été un plaisir, comme à chaque fois, de vous avoir reçu. D'autres succès, Inch'Allah, à l'avenir. Merci beaucoup, Yatek Saha. Pour le public, parce qu'il reste 2 jours jusqu'au 5, c'est-à-dire, j'invite le public à visiter tous les stands, et entre autres le stand d'édition Papyrus. Merci beaucoup. J'ai la nouvelle BD Henri Maillot. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté du sud, à Ouergla particulièrement. Là, nous allons retrouver Farhat Mouzaoui en compagnie de ses invités. Farhat, bonjour, et c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission depuis la station régionale de Ouergla, consacrée aujourd'hui au palmier dattier, véritable trésor du désert et du Sahara. Un arbre de vie symbole de nos oasis. Il joue un rôle essentiel dans l'agriculture et dans les traditions sahariennes. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment entretenir une palmeraie, et ce qu'on peut extraire et l'importance culturelle de cet arbre. On a le plaisir d'accueillir avec nous Madame Babahani Souad, professeure retraitée en agronomie saharienne, et Madame Sonia Bazi, professeure et passionnée de traditions sahariennes. Avant d'en parler, on va commencer avec la chanson de Bledizina et on revient juste après. نست السغمانين مرهرين أرغمانين سرك الخال ويهكا زراي الدور عن الدنيا بس تفهمي منت بس كل النتيجة الهمة تصندسه الجنة جلتي يا بلادي ربي على قدراك ما بالجبل تنادي صحراء من النخيل مطافس فسانة يلا ميتلام تنريموها بتنوانتي سيستولام جنات انت سكالين ترهنت الزغمانين جنات انت سكالين درهنت الزغمانين لدي انا نبغيك انت بقلبي احواك ساكن في بالي ديما ديما اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة ان شاء الله ربي يحفظك لينا وتننا ديسنا زنارة من الطاف سفوسية نمدا
جانت ديننا انت دغن وانا الطفس العاجنك صوت سينجا جانتك لنا قصتي سنولا تسيلي لنا نتكل سافلا سنار كفي وتدي ومستان منك تسري وما كان اللي وصار الهان مغارن دليا اظن جنت ورق سلمتات هاتي سلات تاسيلي ونافنتات ميدان الدونات بلاد الخير وردة في الصحراء بلادنا نحبوها وحنا نردوها تاريخ جدود عمرو ما يموت بلاد بن مهيدي والشيخ حمود من الطاف سفوسيا تكني ما يولاغن أكلنا أكلنا وين جنت انتايتي زارن هاتي فينا غدرارا هافول صراطنت لانيني وتيانا سوار ومسنت سنار دفة وتدي ومستان منك تسري وما كان اللي وصار الهاني مغارن دلياطن. Voilà, une très belle chanson de Bled et Zina. On a vu un petit peu Janet et tout le patrimoine en fait de l'Algérie. On commence avec nos invités, Madame Souad et Madame Sonia. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Donc, Madame Souad, que représente-t-il ou que veut dire l'agronomie saharienne? Merci premièrement pour l'invitation. Je suis très honorée d'être parmi vous. Tout le plaisir pour nous, madame. Pour la question de l'agronomie saharienne, c'est une science, c'est une spécialité de sciences appliquées. L'agronomie signifie l'application des techniques culturelles. Bien sûr, pour optimiser la production. Donc, vous savez que lorsqu'on produit, un fellah peut produire, mais il ne cherche pas à optimiser la production. Oui. Par contre, un agronome, il cherche à exploiter les ressources naturelles pour optimiser la production. Maintenant, lorsqu'on ajoute le terme saharienne, signifie l'application de ces techniques culturelles dans un milieu relativement très particulier qui est le Sahara. Le Sahara, c'est un milieu qui est très fragile, vu le climat qui est désertique, donc caractérisé par un froid très très accru pendant l'hiver et de la chaleur pendant l'été, la rareté des précipitations, sachant que lorsqu'il y a une absence de précipitations, il y a un type d'agriculture qui doit être irrigué. Donc l'application de ces techniques culturelles doivent normalement prendre en considération ces caractéristiques naturelles, ces potentialités naturelles pour normalement garantir la durabilité. C'est ça un petit peu la finalité qu'un agronome normalement prend comme objectif, c'est l'exploitation des ressources d'une façon rationnelle et enfin de garantir la durabilité de son écosystème. D'accord. Madame Sonia, que représente-t-il le palmier pour vous? Toute une richesse. Toute une richesse pour la population. Comme on dit le proverbe populaire, Dar Nakhla, Metkhla. Que veut dire ce sens? Que les pays ou bien la ville où il y a des palmiers, ils n'auront pas faim. La ville n'aura pas faim. La population est riche. Voilà. Oui. C'est ça. Donc, je ne sais pas si je peux un petit peu rajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Je pense que le palmier dattier, à travers surtout la date, parce que c'est le principal produit du palmier dattier, il accompagne le Saharien de la naissance jusqu'à sa mort. Donc à la naissance, on utilise technique, c'est un petit peu de prendre une date molle pour apprendre au nouveau bébé, dès sa naissance, comment il pourra commencer à sucer. C'est une tradition du prophète Mohammed, que la paix soit avec lui. Et jusqu'à sa mort, bien sûr en passant par beaucoup de cérémonies, que ce soit heureuse ou malheureuse, jusqu'à sa mort,
Oui, on est obligé également, lorsqu'on fait avec le défunt, etc., on présente, la date pour dire, on adoucit un petit peu l'amertume de séparation de défunt. Donc ça montre un petit peu la place sociale, culturelle du palmier dattier. En plus, bien sûr, de la place économique. Donc, c'est vraiment un végétal qui a une caractéristique particulière. Je ne sais pas si on peut croire un fellah ou un phéniciculteur, le fellah du palmier dattier s'appelle le phéniciculteur, il ressentit le palmier dattier comme un fils. Ah oui. Il l'adopte. Il a les mêmes sentiments presque pour le palmier comme un enfant. C'est vrai. Donc lorsqu'on lui fait du mal, c'est comme vous faites du mal à quelque chose qui est proche de lui. Donc tout ça montre un petit peu cette place. Elle n'est pas venue d'une façon arbitraire, mais c'est le cumul de traditions de beaucoup de siècles, de générations, etc. Et puisqu'elle était le palmier dattier, c'est la raison de vivre des Sahariens. En fait, Madame Saad, quand on parle du palmier dattier, on parle plutôt de l'agronomie, on parle essentiellement du palmier dattier. Exactement, oui. Donc, comment on peut entretenir un palmier dattier et quels sont les besoins du palmier dattier en fait en ressources de l'eau en fait? Oui. Donc, le palmier dattier, bien sûr, comme tout autre végétal, a des exigences. On parle d'exigences. Bon, vous avez des exigences naturelles et vous avez des exigences culturelles, et non pas culturelles. Culturelle, معناها الزراعية. Oui, voilà. Donc, les exigences naturelles commencent par les exigences climatiques. On ne peut pas cultiver le palmier dattier n'importe où. Il faudrait qu'on doit réunir normalement les conditions relatives à la température. Adéquate à la... Voilà. Donc le palmier dattier est une espèce thermophile. Il aime beaucoup la température. Donc on ne peut pas le cultiver dans des zones où la température, ou par exemple, la sonde de température ne doit pas être minime à 4000, 5000 degrés Celsius pendant la période de développement. C'est énorme. L'indice thermique, du mai jusqu'à octobre, qu'on appelle indice thermique, c'est les besoins, somme de température nécessaires à la fructification. Ils doivent obligatoirement être plus de 1000 degrés Celsius. Donc vous voyez, c'est des sommes de température qui sont relativement importantes. Le zéro de floraison, on ne peut pas avoir une floraison des spates si la température n'est pas au-dessous de 18 degrés Celsius. Donc tout ça, le zéro de végétation, la température en dessous de laquelle on n'a pas de végétation, de développement, on ne peut pas avoir moins de 10 degrés Celsius. Donc vous voyez, toutes les températures sont élevées. Donc si vous avez des températures qui sont basses, soit vous avez un mauvais développement ou là vous n'avez pas de fructification. Par exemple, on voit des palmiers à Alger. Oui. Mais on n'a pas de fruits. On n'a pas de fruits. Même si vous aurez des fruits, vous n'allez pas arriver à la maturation. Donc c'est le premier paramètre que vous devez normalement réunir pour réussir votre production. Parce que l'objectif, la finalité, c'est la production. Ah oui. Donc deuxièmement, il faudrait bien sûr prendre précaution de certains paramètres climatiques également. C'est la pluviométrie, l'humidité. Pourquoi? Parce que c'est des paramètres qui interagissent d'une façon, comment dirais-je, pas directement. Par quoi? Parce qu'elles peuvent, comment dirais-je, vous diminuer ou vous faire perdre carrément votre production. Bon, par exemple, une humidité relativement forte, surtout pendant la pollinisation, peut vous faire pourrir vos inflorescences. Donc nous avons des ennemis, surtout des champignons, qui se développent avec des humidités relatives, risquent de vous faire pourrir les inflorescences. C'est un problème. Donc c'est des maladies, exactement. Donc il y a une maladie, le Hamèche, bien sûr, qui est très développée, surtout dans les zones humides. Bon, en Algérie, on n'a pas beaucoup de ce problème, mais parfois, il y a des saisons humides. Oui, nous avons ce problème. La même chose. Oui, exactement. Donc, il faudrait que, de toute façon, les gens, les connaisseurs, disons, sachent tous ces problèmes-là. Donc, ils prennent leurs précautions. Nous avons également, au moment de la fructification, si vous avez des températures, ou des humidités, qui sont relatives, il y a un problème de pourriture de fruits.
c'est un problème également. Donc on doit prendre en considération ça. Dans le palmier. Dans le palmier. Je ne parle pas encore de stockage. Sur le palmier d'été, ça veut dire que lorsque vous allez planter votre palmier, il faudrait que vous preniez ceci en considération. Par exemple, lorsque on choisit un écartement, vous devez prendre en considération l'écartement. Et combien la distance à respecter entre un palmier et un autre? Normalement, on prend de 8, 9 jusqu'à 10, 12. Hein, ça dépend de l'objectif. Parfois, parce qu'on cultive parfois le palmier seul. Oui. Donc, on parle du système unique, uniquement le palmier dattier. Parfois, nous avons des cultures associées, l'arboriculture fruitière ou des cultures sous-jacentes. Oui. Les cultures maraîchères, les cultures fourragères, les cultures céréalières. Donc, si vous allez, par exemple, mettre des cultures associées, telles que l'arboriculture, vous n'allez pas mettre des écartements de 8 ou de 6. Donc, pourquoi? Parce qu'il vous faut un écartement relativement espacé pour garantir un bon éclairage, réduire la concurrence. Tous ces paramètres, vous devez les prendre en considération lorsque vous allez choisir votre système de culture. D'accord. Donc, vous avez également, comment dirais-je, la pluviométrie peut vous poser des problèmes. Donc, les zones normalement optimales pour la production de palmiers dattiers ne sont pas vraiment des zones où la pluviométrie elle est fréquente. D'accord. Donc, lorsque vous aurez, par exemple, des pluies pendant la période printanière, ce qu'on craint beaucoup, c'est le lessivage du pollen. Le phéniciculteur pollinise, soit d'une façon mécanique ou la manuelle, son palmier, ses inflorescences. Mais lorsque vous avez des pluies, surtout pendant des heures, disons 2 heures, 4 heures, donc là, vous êtes obligé de refaire votre opération. Pourquoi? Parce que vous avez un lessivage de votre pollen. Maintenant, si ça dépasse les 8, certains agriculteurs ne font pas confiance, ils refont leur pollinisation. Mais d'autres, scientifiquement, c'est prouvé qu'au-delà, normalement, de 8 heures, on peut bien sûr faire passer cette pollinisation. Donc, je ne sais pas, Madame Sonia, est-ce que vous pouvez nous parler de comment on peut prendre soin en fait du palmier? Parce qu'il y a des méthodes traditionnelles, Madame Souad, qu'on voit énormément. Je ne sais pas, est-ce que ça existe aussi dans le palmier dattier? Obligatoire. C'est vraiment obligatoire si on veut garder un palmier sain, en bonne... en forme, quoi, si on veut dire. Parce que un palmier qui n'est pas nettoyé, un palmier qui n'est pas pris soin par les propriétaires, eh ben, je pense qu'il ne va pas durer. Oui. Voilà. Et même la récolte ne sera pas bonne. Donc, généralement, c'est vers le khrif, octobre, novembre, où ça commence à couper les régimes et nettoyer par la même occasion le palmier, les palmes, les vieilles palmes sèches, on les enlève. C'est un entretien du palmier en lui-même. Ah oui, en lui-même. Oui. C'est-à-dire, quand on coupe le régime, on fait le nettoyage et tout le nécessaire qu'il faut pour le palmier, pour le garder et le préserver. Et même qu'il y en a des personnes qui couvrent un petit peu le régime avec des sèches et tout. Ça, c'est peut-être c'est par rapport à la Deglet Nour. Mais c'est pas pour, par exemple, pour ce type de date, on couvre pas. Parce que si on couvre, ça va pourrir. D'accord. Voilà. En réalité, les pratiques du palmier dattier, on peut les voir tout au long de l'année. Le palmier dattier, il a deux périodes. Une période de repos, après la récolte, jusqu'à l'émission. Pendant cette période, donc, il y a surtout la fertilisation organique, tout ce qui est amendement, le fumier, le gbar, etc. Parce que le palmier dattier, c'est une espèce qui exige quand même, surtout la matière organique, le gbar, parce qu'il donne, surtout du point de vue vigueur et la qualité de production. La qualité de la date. En entrant l'activité vers le mois de février-mars, donc nous avons l'émission. L'émission, il doit bien sûr comment dirais-je, pendant la période de repos, il nettoie également sa palmeraie, il y a le désherbage, le nettoyage du palmier, comme l'a dit notre sœur Sonia.
Bien sûr, avec l'émission, normalement, tout est nettoyé, surtout le reste de la récolte, parce que c'est un moyen qui risque d'être un moyen de dissémination de beaucoup de ravageurs, de maladies, et c'est mauvais pour le palmier. Donc il faudrait nettoyer et le palmier et la palmeraie. C'est-à-dire, c'est quand la date tombe par terre. Voilà, donc à la récolte, normalement, il y a ce qu'on appelle le ramassage, il doit être donc systématique. Même la date, on ne doit pas la laisser. Ah oui, non, ni sur le palmier, ni sur le sol, la terre. D'ailleurs, même sur le sol, non, c'est surtout sur le sol. Surtout sur le sol, il ne faut pas la laisser. Oui, parce qu'elle peut pourrir et elle peut infester, bien sûr, la nouvelle production de l'année, comment dirais-je, c'est un travail réservé aux enfants, généralement. Parce que quand on aille au palmeraie, dans la palmeraie, les grands coupent les régimes et puis les enfants ramassent la date qui est par terre. Et ils la ramassent une par une. Il n'a pas droit à laisser... Je crois que la méthode familiale, elle était un petit peu... Il y avait une belle ambiance. Très belle ambiance. Autrefois, on faisait la tuisa, c'est la famille, etc. Mais actuellement, malheureusement, ça commence à disparaître un petit peu, cette tradition. On engage des gens, parfois, qui font la coupe. Et ils sont rémunérés par argent la plupart du temps. Mais ça reste toujours, il y a toujours des familles qui préfèrent la tradition, parce que c'est de l'ambiance familiale, c'est quand même... Donc je termine un petit peu pour l'itinéraire technique, parce que c'est important. Donc après l'émission, vous avez bien sûr les spats, donc on doit contrôler les spats, leur sortie. Pourquoi? Parce que si jamais il y a l'éclatement des inflorescences et vous n'allez pas polliniser la période nécessaire, vous pouvez perdre ce qu'on appelle la réceptivité florale. Donc, si vous dépassez une période où vous n'allez pas polliniser, ça ne sert à rien de le faire au-delà de cette période. Perdu. Ah oui, c'est important. Donc, ensuite vient la pollinisation, qui est une opération déterminante de la production. Le palmier dattier, c'est une espèce, comme on dit, dioïque. Le palmier mâle, il est séparé du palmier femelle. Donc on est obligé de ramener le pollen du pollen mâle et le mettre dans un palmier. On est obligé de faire ça. Moi, on le fait soit manuellement, ce qu'on fait la plupart du temps, ou là on peut le faire semi-mécaniquement avec des poudreuses, ou là on le fait mécaniquement. Donc vous avez des tracteurs avec des pollinisateurs et des fils. En fait, dans les grands champs, dans des grandes palmeraies écartées, alignées, etc. Donc, où il y a assez d'espace. Donc là, on peut faire de la mécanisation. Bon, bien sûr, il y a, par exemple, aux États-Unis, en Libye, il y a en Irak, en Arabie Saoudite, il y a beaucoup de pays. Parce malheureusement, qu'il y a une très forte production de dattes exactement. Donc ensuite, il y a après la pollinisation, il y a ce qu'on appelle la conduite de fructification. Maintenant, il y a la limitation. Donc, lorsque vous voyez qu'il y a un nombre élevé de régimes, on est obligé naqso. C'est la limitation. Pour avoir une meilleure si vous voulez une meilleure récolte, garder une meilleure qualité aussi. Voilà. Si on veut garder les potentialités du palmier et en même temps avoir une bonne qualité, on est obligé de réduire un palmier qui produit 20 régimes, on ne peut pas lui laisser 20 régimes. Même il y a des fois dans une palmeraie, on voit des dattes petites. Et il y a des dates, une palmeraie qui n'a pas autant de régimes, il y a des dates beaucoup plus grandes. Oui. Donc là, il y a des problèmes de choix. Donc il faudrait toujours alléger un petit peu le palmier. Généralement, il faut toujours faire ça si on veut avoir une bonne qualité de date. Oui, tout à fait. Il y a le choix du pollen, exactement. On ne pourra pas faire n'importe quoi. Et pourquoi il y a aussi... il y a des pollens, des docars de bons docars, il y a de mauvais. Donc les agriculteurs connaisseurs savent où retrouver les bons docars, soit de leur exploitation, de leur propre exploitation, ça c'est plus garanti parce qu'ils connaissent leurs docars, ou là des voisins. Et malheureusement, il y a certains gens qui doivent acheter le pollen. Lorsque vous devez acheter le pollen, il y a des caractéristiques que vous devez également, bien sûr, respecter. Il y a l'odeur, il faudrait que ça soit très forte. Il y a la quantité de poudre. Là, donc on peut faire un petit peu taper la spate
la paume Ça de la main. provoque un petit peu des allergies, le problème. Oui, oui, les gens qui ont de l'allergie ne doivent pas de s'approcher. Ah oui. Hein. Donc, effectivement, les gens qui ont des problèmes d'allergie, normalement, le savent. Donc, ils doivent être, bien sûr, éloignés de ce contexte général. Voilà. Parce que même le fait de se retrouver pendant cette période dans la palmeraie peut créer des problèmes de santé. Oui. Donc, une fois que vous terminez la pollinisation, donc on passe, comme j'ai dit, à la limitation des régimes. Donc, on doit normalement laisser un nombre, généralement, on laisse en moyenne entre 8 à 10 palmes par régime. On compte combien nous avons de régimes et combien nous avons de palmes vertes. Pourquoi vertes? Parce que c'est elles qui vont nourrir, bien sûr. C'est comment dirais-je, le contenu nutritif de ces palmes. Donc on ne doit pas normalement, économiquement, on ne peut pas mettre en dessous parce qu'on est obligé de, comment dirais-je, de répondre à certains besoins économiques. Voilà. Mais également, on ne doit pas trop faire souffrir le palmier avec un poids relativement, comment dirais-je, un poids énergétique parce que c'est un fardeau nutritif. Oui. Donc il faudrait que, ou les connaisseurs, les connaisseurs savent ça. Donc savent que chaque année... Généralement, le régime de palmier doit se mettre sur la palme pour supporter le poids du régime. Oui, c'est une opération qui vient juste après. Donc après la limitation, on a le ciselage. Le ciselage, c'est le fait de grappiller des fruits. Donc soit il y a le grappillage. Bon, c'est une opération qu'on ne fait pas généralement en Algérie, mais dans d'autres pays, on le fait, surtout pour les dates très précieuses. Le khlas, en Arabie Saoudite, parce qu'on a une main-d'œuvre qui est relativement très, elle n'est pas très coûteuse, les bengales, etc. يعني ينقصوا بالحبة. D'accord. Je crois que nous sommes de retour sur le plateau et bon, alors Farhat, probablement on le retrouvera dans un petit moment, probablement. Alors cette fois-ci nous allons passer au sport, nous allons passer au bénévolat puisque nous avons deux invités parmi nous qui se sont beaucoup investis, que ce soit dans le bénévolat ou dans le sport. Il s'agit donc Séléné Droug. Séléné, bonjour. Bonjour. Comment ça va Séléné? Ça va. Ça se passe bien? Très bien, super. Alhamdoulilah. Alors, Séléné, plusieurs fois championne d'Algérie d'escalade, un sport extra. Si fine, hein, on dirait pas, hein? Oui, vraiment, j'ai pas le physique pour. Si, non, j'ai pas le physique, je veux dire. Si, t'as le physique. Ah bon? Mais on va dire, quand on te voit aussi gracieuse comme ça, on se dit, bon, elle l'escalade, hein, n'est-ce pas? Et pourtant, plusieurs fois championne d'Algérie. Oui, nous allons en parler dans un petit moment. Et parmi nous également, Sami. Alors, Sami Guennes, Sami, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Sami? Tout va bien. Ça se passe bien? Alhamdoulilah. Alors, Sami, qui s'est consacré pratiquement tout au long de l'année à faire du bénévolat. Ah oui, particulièrement Ramadan. Particulièrement Ramadan. Alors, je commence par toi, on ira vers le sport. Alors, justement, Sami, parle-nous un petit peu donc, de bénévolat. D'abord, ça représente quoi pour toi, le bénévolat? Personnellement, le bénévolat, c'est un signe de sacrifice personnel. Parce que, pendant tout le mois de Ramadan, pendant que les gens, le dîner à la maison est plutôt sacré, je n'ai pas dîné avec ma famille. Mais j'ai préféré faire du bénévolat parce qu'avant tout, écoutez, je pense que dessiner le sourire sur le visage des gens qui vous entourent, de votre deuxième famille, comme vous pouvez voir, ça n'a pas de prix. J'imagine. Et donc, elle t'a manqué ta famille, j'imagine, tout au long de l'année. Ah oui. N'est-ce pas? Et tu leur as manqué, j'imagine. Aussi. Et après, j'imagine que tu fais beaucoup d'ambiance. Oui. Hein? Mais écoutez, donc comme je fais de l'ambiance à la maison, je fais aussi là-bas. C'est sûr. Fais-je? Dar al-It'am, oui, effectivement. Alors, ça a été un choix, comme ça, ça t'est venu comment, l'idée d'aller faire du bénévolat? Alors, écoutez, j'ai toujours eu des prédilections pour aider les gens et ça m'est passé comme ça par hasard. J'étais sur le point d'aller au marché pour acheter et j'ai rencontré un gars qui donnait des prospectus pour faire des donations dans l'It'am. Je demandais est-ce qu'il était possible d'y aller travailler. Il m'a dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, je suis entré dès le deuxième jour de Ramadan d'il y a 2 ans, de cela.
Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Donc, je suis tous les jours là-bas. C'est tous les jours, les 30 jours de Oui, Ramadan? tous les jours, les 30 jours de Ramadan. Même pas un jour avec la famille? Non. Walou. Personnellement, non. Donc, il y a pas mal d'associations qui travaillent avec eux. Moi, je suis un indépendant. Oui. Donc, je m'occupe particulièrement des familles. Il y a un étage pour les hommes et le deuxième étage appartient aux familles. Ah, quelles sont les tâches que tu fais? Alors, écoutez, je fais dans tout. Je fais dans la cuisine, j'aide notre cuisinier. Quand je viens tôt le matin, parce que, bon, habituellement, ça commence à 14 h. Mais dans le cas où je viens tôt le matin, je passe par le marché. Je réapprivoisonne. Et ensuite, le plus difficile, c'est bien le service. Service avec, bon, on a 170 couverts, quand même. avec aussi 30 couverts pour la mosquée. Donc, on donne aussi à l'association de la mosquée. Et voilà, un peu de pression et tout, mais ça reste un plaisir, le bénévolat. Et tu fais le service à la maison? Oui, je fais le service à la maison, va. pas souvent, mais bon. Bon, j'allais te scotcher, mais c'est bon. Ça y est, j'ai plus rien à dire. Allez, si tu étais mon fils, على بالك. على بالي. على بالك. Voilà, exactement, ça c'est typique maman. Hein, exactement. Pas? Allez, parce que tu fais à la maison. Après, c'est pour la noble cause. Hein, c'est pour la bonne cause. Tu le fais, effectivement. C'est trouver un sens à la vie. Et tu as quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans, Allah Ibarak. Quand j'ai commencé à l'âge de 16 ans. De 16 ans, très très bien. Alors tu sais que c'est l'une des meilleures écoles, le bénévolat. Ah oui, bien sûr. On rencontre plein de gens, on fait plein de connaissances. Jusqu'à maintenant, en montant du lycée, enfin bon, quand j'étais au lycée, je rencontrais un peu donc, les familles. Ils disaient ah Samy, petite fille là, tonton, ça va là. Et ça te fait plaisir. Bien sûr, n'est-ce pas? bien sûr. Donc faire le bien, c'est surtout faire du bien à soi-même. Faire du bien à soi-même, ça c'est très beau ce que tu viens de dire. Et puis ça nous revient. Hein. Ah oui, c'est sûr. N'est-ce pas? C'est sûr. Le bien qu'on fait revient toujours. Voilà. Et tu comptes donc continuer à t'investir toujours, dans le bénévolat, toujours. Et si je voudrais bien aussi ne pas s'arrêter au seuil de Ramadan, faire aussi parce qu'il y a pas mal d'associations pour les enfants. Par exemple, là pour la rentrée, j'ai contacté pas mal d'assos qui faisaient distribution de matériel scolaire pour les enfants dans le besoin. Et donc vraiment le bénévolat, je conseille. Tu as participé à la rentrée scolaire? J'étais un peu occupé avec la rentrée et tout. C'est normal. C'est normal. Voilà. Ce sera pour une autre fois. Inch'Allah, tu t'organiseras de meilleure façon, on va dire, n'est-ce pas, pour pouvoir aussi participer à d'autres actions. Alors, pour le bénévolat, ce qui t'intéresse aussi, le caritatif, ou tu penses peut-être, probablement, aller vers d'autres secteurs de bénévolat, reboisement, par exemple, ou nettoiement des quartiers? Bien sûr. Il y a, je pense. Tu es indépendant, c'est ça l'avantage avec toi? Ouais, je ne suis dans aucune association, mais vraiment tout ce qui est événements comme ça, je participe. Il y a quelques mois, dans ma ville, Baladiyat Bouzria, ils avaient fait Ousmo pour le nettoyage de la ville. Oui. Et ben j'ai participé. On nous a distribué des gants, des pics pour ramasser un peu les bouteilles en plastique et tout. Et vraiment, on a nettoyé toute la ville. Hein. Et après, c'était beau, hein, le avant-après. Hein. Bien sûr. C'est sûr. Oui. Avant-après, c'est autre chose. Avant-après, ce n'est pas la même chose. Voilà. Alors d'autres projets probablement dans le bénévolat? Oui. Donc cette année, je pense reparticiper aussi à faire Qofat Ramadan. Inch'Allah. Ça, c'est avant le Ramadan. Ça, c'est avant Ramadan, effectivement. Ouais, donc je l'ai déjà fait l'année passée une première fois. Il y avait pas mal de denrées alimentaires. On a fait 3000 cartons qui ont été distribués. Ça, c'est un privé, ça n'appartient à aucune association. 3000, là, Hibel. Ouais, 3000 cartons. Et donc. Il y a quoi dans les cartons? Alors, justement, je te pose cette question pour donner un peu une idée à tous ceux qui nous regardent pour pouvoir donc faire des dons par la suite et savoir quels sont les éléments dans lesquels on a le plus besoin. Donc c'était tout ce qui est de première nécessité, tout ce qui est tam, les fruits secs. Il y avait aussi de l'huile, des bidons d'huile, semen, aussi le sel, le sucre, le café. Voilà, donc vraiment c'était un sacré carton qu'on distribuait aux familles. Et normalement, d'après les calculs qu'ils avaient fait, c'était fait exactement pour qu'ils tiennent avec tout le mois de Ramadan. D'accord. Et c'est que sur la ville d'Alger? Oui, c'est sur la ville d'Alger. Et aussi, pour Qofat Ramadan Hadi, ça appartient à une famille qui vient d'Oued-Souf. Ils avaient fait pour Alger et en parallèle aussi pour les familles Oued-Souf. D'accord. Donc, tu comptes par la suite probablement aller dans d'autres villes? Bien sûr, je voudrais bien. Et qui sait, peut-être, je voudrais même ouvrir ma propre association. Voilà, Hadja Farja, comme on dit. Bien sûr. N'est-ce pas? Donc déjà faire du bien, découvrir le pays, découvrir d'autres cultures, d'autres personnes.
bah, avant de pouvoir découvrir le monde, il faut bien découvrir son propre pays. Effectivement, beaucoup de sagesse hein, pour un jeune homme de 18 ans, Allah Ibarak. Bah écoutez, quand on côtoie pas mal de gens, on apprend beaucoup. Je suis une mosaïque de tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Magnifique, magnifique. Vraiment, bravo Samy pour tout ce que tu fais. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses, beaucoup de continuation. Inch'Allah. Très belle continuation plutôt. Merci Samy. C'est l'aîné. Alors, le sport extrême. Tu te dirais, toi, qu'elle fait de l'escalade? Ah ben non, non hein, élégante comme elle est, on ne pense pas qu'elle fasse un sport extrême. Ça va, ne rougis pas. Ah non, ne rougis pas. Elle a l'habitude avec les compliments. Ça va, Séléné? Alors, Séléné, quel est ton rapport avec l'escalade? Ça a commencé comment, cette passion pour l'escalade donc à travers laquelle tu as abouti à plusieurs titres? Tu as été titré plusieurs fois championne d'Algérie. C'est ça. Voilà. Alors, quelle est ton histoire avec l'escalade? Bah, c'était vraiment par hasard. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup grimper aux arbres, je courais partout, j'avais beaucoup d'énergie. Oui, voilà. Alors ma mère, elle m'a amenée comme par hasard, comme ça, à un mur d'escalade. Et j'ai tout de suite su que c'était fait pour moi. J'ai adoré. Alors, confidence pour confidence, j'étais là ce jour-là. Ah bon? Oui. On t'avait même appelé Spider-Woman ce jour-là. Bah ça c'est une information en plus parce que... Eh ben voilà, j'étais là et toi tu grimpais, j'étais avec ta maman et je disais c'est Spider-Woman qu'on a ici là. Et c'était effectivement ta première fois. Et après? On m'a repéré, ils lui ont demandé de m'inscrire à un club et c'est ce qu'on a fait. J'ai kiffé, vraiment c'était le sport pour moi. Donc tu t'éclates. Alors parle-nous un petit peu, parce que pour nous, escalader, c'est juste monter ou grimper dans des montagnes ou sur des murs. Mais j'imagine qu'il y a des règles, n'est-ce pas? C'est une force mentale qu'il faut avoir pour pouvoir laisser ta vie juste à une corde, une simple corde. Et voilà, c'est de la technique, c'est de l'apprentissage, il faut vraiment... Alors, depuis tout à l'heure, on dit que tu es élégante, que tu es magnifique, que tu es gracieuse, que tu es fine. Il y a la régie qui te demande d'enlever tes lunettes pour qu'on puisse mieux te voir. Ah, d'accord. Ben voilà. Voilà, Zara, rien que pour toi. Alors, tu disais donc force mentale déjà? Oui, c'est ça. Alors, force physique aussi? On a besoin de... Pas obligatoirement. Pas obligatoire. C'est quoi la technique? C'est plus de la technique. C'est un truc que tu apprends au fur et à mesure. C'est très gracieux hein, quand on voit les gens grimper, beaucoup de patience. Oui, c'est vrai. Et c'est quoi la technique? C'est quoi le secret? Il n'y a pas vraiment de secret. C'est juste, tu fais comme tu le sens. Ensuite, tu es là, tu suis ce que tu as envie de faire. Mais paraît-il, il faut avoir la force aux jambes parce qu'on a l'impression qu'on se tire avec les bras. Non, mais pas forcément. On se pousse avec pas forcément, j'en suis la preuve. Oui, donc pas les bras. Non. C'est beaucoup plus les jambes qu'il faut mettre. Déjà oui, beaucoup plus. C'est plus une question de jambes et tout se base vraiment sur la technique. Il faut garder son sang-froid. Voilà. Parce que si tu perds le sang-froid, tu perds tout. Ah ben j'imagine. Et surtout, il faut beaucoup de stratégie. C'est une belle stratégie pour ça aussi. Oui, pour avoir. Effectivement. On les appelle comment? Les prises. Les prises, voilà. Donc pour avoir les bonnes prises, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il faut vraiment avoir... faut savoir quoi utiliser. Il faut rester... toujours avoir le sang-froid, voilà. Et après, les prises, elles ne sont pas mises toujours de la même manière. Non, jamais. Donc à chaque fois, c'est au fait un nouveau défi que tu rencontres. C'est ça, tout à fait. C'est ça? Oui. Donc c'est ce qui fait de toi une championne. Oui. Allah Ibarak. Et après, j'imagine que ça a un bel impact sur tes études après. Et sur ta vie de tous les jours. Pas forcément, si. Moi, je le sens pas. Si, moi je confirme. Heureusement que je suis là, finalement, pour confirmer. N'est-ce pas, Séléné? D'accord. Alors, mais sinon, parle-nous un peu, probablement, d'une aventure qui t'a marqué. Une aventure qui m'a marquée, c'était... Là, ça pèse lourd sur le cœur. Ouais, vraiment. On était à Tigjda, on était partis en stage pour l'équipe nationale. Et on grimpait les montagnes. C'était les plus hautes montagnes d'Alger. Enfin, non, pas les plus hautes, mais parmi ceux qu'on peut escalader. J'étais à peu près 30 mètres et j'ai vu une araignée. Vraiment, moi, j'ai vraiment la phobie des insectes. Alors, je l'ai vue, j'ai vraiment fait une chute de au moins 15 mètres parce que j'ai tout lâché. C'est vraiment ce qu'il fallait pas faire et je l'ai fait. Mais maintenant... Heureusement que vous êtes attachés après. Oui, heureusement. 15 mètres? 15 mètres environ, ouais. La moitié du mur. Ah, j'aimerais pas être à ta place. Ah, moi aussi, j'aurais aimé ne pas avoir fait ça. Oui, mais ça forge encore plus finalement, ça te donne encore plus de force. Tu sais que la prochaine fois, si jamais tu rencontres ce genre de situation... Oui, je saurais comment réagir, parce que j'ai vraiment eu la mauvaise réaction. J'essaierai de la contourner ou de prévenir l'assureur qui est en bas pour qu'il puisse serrer plus la corde pour faire une chute plus petite.
pas Ouais. 15 mètres. Pas 15 mètres. Oui. Oui. 15 mètres, après j'imagine que c'est ton cœur qui a chuté avec Mon toi. cœur, il a hein. chuté, exactement. Oh là là, elle était là, maman? Non, du tout. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Parce qu'après, ce sera son cœur qui va chuter, pas le tien. Justement. Alhamdoulilah. Effectivement. Alors ça, c'est l'aventure la plus... hein, La plus désastreuse la que plus j'ai eue. désastreuse que tu as Oui. eue. Une aventure la plus belle que tu as eue? Quand je suis montée sur le podium, pour la première fois, Ah, j'imagine. ça c'est magnifique. Alors Ouais. raconte-nous l'émotion. Bah, c'était juste génial. Je ne m'y attendais pas la première fois. Et voilà, on m'a dit, on m'a nominée, je suis montée, c'était un plaisir. J'étais vraiment heureuse. Et après, c'était un déclic pour toi, donc il fallait à chaque fois remporter ce Remporter cette médaille, oui. N'est-ce pas? La médaille d'or. À chaque fois, il fallait travailler pour. Exactement. Et les entraînements, ça se passe comment par semaine? Bah, pendant l'été, de base, c'était tous les jours, 5 fois par semaine. Mais le temps est réduit pendant la période scolaire. Et c'est finalement Hadja Farja, hein, comme pour Samy, hein, Oui. n'est-ce pas? On fait du sport, on s'éclate. Oui? Oui, c'est ça. Mhm. D'accord. Alors, tu t'entraînes toujours, bien entendu. Toujours. Prochaine compétition? Alors, on ne sait pas encore, on n'a pas de date précise, mais Inch'Allah, novembre peut-être. Inch'Allah, novembre, et ça va se passer où? Tu as une idée? L'ISTS, normalement. Ah, d'accord. Mais maintenant, l'ISTS, pour toi, c'est du gâteau. Ah oui. N'est-ce pas? C'est de la pâtisserie. Tout à fait. Oui, parce qu'après les montagnes de On s'y Tikilda, habitue, après l'épisode de l'araignée, n'est-ce pas? On s'habitue après un mur. Vraiment, après le mur artificiel, c'est rien comparé aux montagnes. Après, j'imagine que tu préfères les montagnes. Oui, c'est totalement différent. Mhm. C'est le paysage? C'est quoi? Non, c'est la difficulté qui augmente, l'adrénaline, ce sentiment de peur. J'adore ça. Moi, c'est ça que j'aime. C'est vrai? Oui. Elle n'en a pas l'air. T'as vraiment grandi hein, depuis le temps. Hein. Là, je te reconnais pas, par contre. Hein. Eh ben, très bien. Ben, je te souhaite beaucoup de réussite. Merci. Inch'Allah, beaucoup d'autres titres. Inch'Allah. Surtout. T'as fait une bonne reprise cette année? Difficile, mais oui. Oui, difficile. Bonne Après quoi? 3 mois? 3 mois de repos? Plus. Voilà, après 3 mois de repos. Mais la reprise de l'escalade, c'était pas difficile par contre. Ah non, du tout. Ah non, c'est Au jamais contraire, difficile. c'était un plaisir. Franchement, les enfants. Hein. Ah, franchement, les enfants. Comment vous convaincre que c'est aussi intéressant de prendre des études? Difficile de me convaincre. Difficile de convaincre tous les enfants. Enfin, tous les enfants. On l'est tous, hein, quelque part. On l'est tous quelque part. Samy, quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Bah écoutez, comme j'ai dit, vraiment le bénévolat, je vous conseille. C'est faire le bien autour de soi, faire le bien à soi-même. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Mhm. Vous connaissez? Oui. Depuis longtemps? Oui. Tu l'as déjà vu à l'œuvre? Oui. Non. La non, compétition, non? Non, c'était pas moi, c'était Inès. Oui. Ah, C'était sa sœur. Inès, oui, C'est c'était sa sa sœur. sœur. Voilà. Et elle était comment, Inès? Ah, Inès aussi, elle a une bonne technique. Vraiment, toutes les deux, c'est deux sœurs. Elles sont connues là-bas. Elles sont connues là-bas, effectivement. Effectivement. Donc, prochain événement bénévolat, ce sera? Donc, pour Avant le moment, Ramadan. aucune idée, mais normalement avant Ramadan. Avant avec Ramadan, le prophète Inch'Allah. Ramadan. Voilà. Voilà, déjà, on lance un appel à tous nos téléspectateurs. Oui, bien sûr. probablement, tout ce qui s'ils est, veulent, s'ils veulent venir participer. Donc écoutez, faire le bien, il ne faut pas forcément de l'argent ou bien faire des donations. Vraiment, donner de soi-même, c'est déjà l'une des donations les plus nobles que quelqu'un puisse faire. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Samy. Ça a été un plaisir. C'est l'aîné. Bravo, encore une fois. Merci beaucoup. Très, très belle continuation à tous les deux et très belle réussite, Inch'Allah. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Ça a été un plaisir de vous avoir accompagné en cette matinée. Excellente journée à tous. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dès demain à partir de 8 h. Au revoir.
Allô, madame, c'est la deuxième fois que vous ratez votre rendez-vous de mammographie. Madame, vous m'entendez? Ne négligez pas votre santé. La mammographie, il faut le faire à temps, pas quand vous avez du temps. Ravi de vous retrouver dans votre émission L'Instant Matin. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes et aujourd'hui nous allons parler d'un événement qui a fait parler de lui. C'est la 13e édition du Festival international de danse contemporaine. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sunoussi Nemous Fatma Zahra qui est commissaire de ce festival. Elle est là ce matin avec nous pour nous parler de ce festival, comme je vous ai dit, qui s'est fait beaucoup parler de lui. Bonjour Madame Nemous. Bonjour à vous, bonjour pour l'intérêt que vous portez donc à cette 13e édition du Festival culturel international de danse contemporaine d'Alger. Je me présente, je suis professeur, auteur, chorégraphe et je suis commissaire du festival. En tout cas, ravi de vous recevoir ce matin. On va essayer de parler de ce festival qui s'est déroulé il y a déjà quelques jours. Quelle a été la particularité pour cette 13e édition? Bon, déjà, le thème, c'était amour et paix. L'amour et la paix pour tout le monde. Et la Palestine à l'honneur. C'est-à-dire que depuis la dernière édition, j'ai décidé de travailler sur le thème de la Palestine et en démontrant que même un artiste de ballet ou le monde de la chorégraphie, à travers son expression qui est très importante, le contemporain, c'est quoi? C'est un mix du classique, du moderne, du populaire et de toutes les autres formes d'expression, on va dire, du monde, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Donc on a beaucoup travaillé sur ce thème-là. On a travaillé aussi avec un jeune talentueux palestinien qui a fait quand même un passage en Algérie. Un passage très remarqué. Oui, il a passé 2 années avec nous, du temps où j'étais directrice du Ballet national algérien, et qui nous est revenu en tant que professeur, acteur et chorégraphe en Allemagne. Donc on a travaillé avec lui sur les thèmes. Donc je lui avais dit que je voulais vraiment mettre la Palestine à l'honneur et que tous les thèmes, même pour les autres pays étrangers qui participaient, j'ai insisté pour que ce soit vraiment l'hymne à la paix et la Palestine à l'honneur. Les pays qui ont participé et qui ont très bien, qui sont rentrés dans le jeu, donc on avait la Russie, on avait la Chine, on avait le Sénégal, on avait la Syrie, l'Espagne, la Tchéquie et l'Algérie, bien entendu, très en force. En force, absolument. Nous avions donc Sidi Bel Abbès, on avait Saïda, on avait Oran, Haïn de Fla, Tizi Ouzou, Annaba, Alger, Mossagadem, et tous nos artistes qui nous suivent donc depuis la première édition de ce festival-là, pour eux, on est une source de savoir et d'expérience qu'on leur apporte parce que le point le plus culminant, le plus important de ce festival pour moi, c'est la formation. Absolument. Donc je mets le maximum sur les masterclass. Donc des masterclass qui se sont déroulées sur une douzaine de jours. C'est-à-dire, ça fait vraiment plus que des masterclass, comme un petit stage si l'on veut. Donc ces masterclass qui ont eu un succès incroyable. Mais oui, ils étaient tous là. Et puis il ne faut pas oublier que même les jeunes qui nous viennent de l'intérieur du pays, et pour moi c'est ça le plus important, c'est ces jeunes-là à qui on donne le savoir, à qui on aide à évoluer et à prendre conscience qu'ils ont de la valeur et de la considération, le transmettent dans leur wilayat. Ils avaient du punch, tous ces participants. Énormément. C'est-à-dire ils étaient fatigués mais restés. C'est-à-dire, des fois ils me disaient, madame, je vais chez la Russe, madame, je viens chez vous, madame, je vais chez le Sénégalais. Je dis, écoutez, on va faire de sorte à ce que vous allez passer par tous les experts. Et puis à la fin, il fallait monter donc un spectacle en commun. Et ça a très bien réussi. J'avais les larmes aux yeux à la fin parce que j'ai fait de façon que le dernier spectacle, la dernière mise en scène que j'ai montée dans ce festival est vraiment l'union de tous ces pays-là. Justement, la clôture a été un moment extraordinaire. Oui, très grand en émotion.
Et quand j'allais vers les chorégraphes de la Chine et tout, je leur disais voilà, je vais faire ceci, je veux ça. Ils étaient présents. Ils étaient présents. Et puis, les notes voulaient montrer aussi qu'eux, ils étaient niveau pareil. Et vous avez tenu à mettre tout le monde sur scène oui, à la fin? j'ai mis une centaine de personnes sur scène. C'est vrai que j'étais... J'imagine que c'est pas évident. Crevée à la fin, mais le résultat était là, donc j'en étais très heureuse. Et j'espère, et je suis sûre, surtout je reviens sur nos jeunes à nous, qui sont heureux aujourd'hui, et ils me l'ont dit qu'ils étaient heureux, et ils étaient déjà en train de me dire, c'est quand la prochaine, madame, c'est quand? Maintenant, ça y est. Je dis non, vous faites partie maintenant de notre fichier. On enrichira ce fichier parce que il faut que d'autres viennent et on développe cet art contemporain d'une façon académique. Parce que je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent de connaissances de ce genre d'expression et qui transmettent pas ce qu'il faut transmettre. Donc c'est pour ça qu'en fait vous êtes là, de toute façon vous veillez déjà depuis pour la des formation. années. Et voilà, et donc on a un fichier, on sait qui et où est-il. Justement, il y a énormément de jeunes chorégraphes de plusieurs compagnies que vous avez pu découvrir, que vous accompagnez. Oui, beaucoup. Annaba, c'est l'excellence depuis plusieurs années. Voilà, ben ils sont d'une fidélité et d'un sérieux. Bon, il y a Annaba, il y a Tizi Ouzou aussi. Sidi Blabès. Sidi Blabès. Cette année, Saïda, un bon petit groupe, vraiment excellent. Je n'exagère pas, hein, quand je dis excellent. Et il fallait les aider à... Filles et garçons. Oui, à égalité. Très bien. À égalité. Hein. Et il fallait leur montrer, les remettre en confiance et qu'ils reconnaissent les talents qu'eux-mêmes ont. Parce que vous savez, on est dans une expression où certains doutent de ce qu'ils font ou de ce qu'ils expriment. Par contre, nous, on concrétise, si vous voulez, leur connaissance et on les aide encore à se développer un peu plus et on reste en contact avec eux toute l'année parce qu'un festival, c'est pas une semaine. Justement. C'est-à-dire qu'on a fini lundi soir, dimanche, on redémarre. C'est-à-dire on s'est donné ce week-end pour récupérer un petit peu nos forces, nos émotions et enchaîner avec ce qui a été bon et ce qui n'a pas été bon. Ce qui n'a pas été bon à corriger, ce qui était bon à maintenir. Donc on a vu de très très belles figures acrobatiques, beaucoup de grâce, beaucoup de passion surtout dans chaque geste. De recherche. Parce que je vous dis encore, le contemporain c'est un mixte entre classique, moderne jazz, folklore, danse populaire et de là chacun d'entre vous, dans le contemporain, vous êtes libre d'exprimer ce que vous voulez transmettre, si c'est un bonheur, si c'est une douleur, si c'est un événement. À travers le contemporain, vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas dans le classique. Le classique, c'est la géométrie, c'est précis, il y a un répertoire universel qu'on ne doit pas toucher, c'est sacré. Par contre, le contemporain, vous avez une liberté d'expression. D'accord. Donc, toujours en parlant de danse, il y a aussi le classique, donc toutes ces petites, on va dire que vous chapeautez, que vous suivez. La nouvelle génération a un petit peu cette rigueur nécessaire, cette passion qu'il faut pour faire... Vous savez, cette passion arrive surtout avec l'âge un peu adolescent, où on comprend mieux. C'est-à-dire que le classique, c'est la base. C'est former quelqu'un, former un enfant. On lui donne du classique au départ. Ensuite, il arrive un moment où on lui donne un peu de tout. Et c'est lui, après, lui-même, qui fait son choix par rapport à ses souhaits. Il y en a qui ne veulent pas rester dans le classique, c'est dur, ces trucs. Par contre, dans le contemporain, vous lui permettez de liberté d'expression, de transmettre, comme je vous l'ai dit, un bonheur. Tiens, il aime sa maman, il va vers sa maman. Ça peut rentrer dans un thème, l'enfant et la mère. Et il y a plusieurs possibilités de transmettre ce message. Et même aussi, donc, la danse contemporaine arrive un petit peu à suivre, on va dire, des causes nobles, entre autres, pour cette année. Oui, donc cette solidarité indéfectible que l'on a pour la Palestine. On a monté plusieurs tableaux où on parlait de la Palestine, de Quds, de Gaza, Gaza ma terre, donc on parlait de la terre, de sa propre terre, donc là on danse en transmettant l'amour et la passion qu'on a pour cette terre, ce déchirement, cette douleur, on veut nous l'enlever, donc on rentre vraiment dans le sujet actuel.
J'imagine que c'est ce que vous avez un petit peu échangé entre vous et le chorégraphe palestinien. Oui, Mohamed Dib, je lui ai expliqué, écoute Mohamed, nous aussi les artistes algériens, on est avec vous, c'est la solidarité. Bon, je parle de ma corporation, d'accord, mais je sais que tout le monde souffre de ce qui se passe en Palestine à l'heure actuelle. Mais je dis, Mohamed, انت وليد فلسطين ماشي عايش في فلسطين، راك في الغربة، عائلتك راهي في فلسطين. Et puis me montrer les images et les souffrances. Et je lui dis, oui, nous aussi, pendant la guerre de libération, j'étais enfant, mais quelques scènes, je me retrouve avec quelques scènes que l'on doit exprimer par rapport à la danse. Donc c'est une solidarité de tous nos artistes. Absolument. On a une belle image là, qu'on peut voir sur l'écran. Oui. Donc ces danseurs c'est des extraits, voilà. Donc le bras levé qui montre cette force et cette détermination. Ça s'appelle des grands jetés, de grands ports de bras et de grands mouvements de libération. Absolument. Et surtout de détermination aussi. Oui, parce que le message était là. Le message est là. Le message était fort, surtout au niveau de, on en a parlé que déjà tout à l'heure, mais surtout au niveau de la clôture. Donc vraiment le message était... Oui, la clôture, alors c'était l'union, donc l'Algérie est là. Donc on a notre drapeau, notre emblème national, et on a celui de la Palestine. L'Algérie est à ses côtés. L'Algérie a été le premier pays à reconnaître la Palestine. Et donc, je vous dis encore une fois, nous aussi, notre peuple a beaucoup souffert, et je ne vais pas faire de politique, mais je dis merci à tous nos chouhada. Absolument. Parce que sans eux, on n'aurait pas eu notre liberté. Alors, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, je suis contre l'oubli. Je suis pour la mémoire. Très bien. Merci beaucoup, Madame Nemos. On va profiter donc de ce moment d'émotion pour suivre un reportage. Donc, Samia Bouarour s'est rendue pour nous pendant une de ces soirées donc, au TNA. On regarde et on revient juste après. L'Algérie ainsi que 8 pays étrangers unis par la danse à travers cet événement artistique qu'est le Festival international de la danse contemporaine dans sa 13e édition. Cette année, le commissariat du festival a décidé de mettre la Palestine à l'honneur. Cette année, le festival a connu la participation de 8 pays, dont la Chine, la Russie, l'Espagne, l'Italie, le Tchèque, la Syrie et la Palestine à l'honneur, et une forte participation de la partie algérienne avec des groupes qui viennent un peu partout du pays, à savoir Ain Defla, Tizi Ouzou, Oran, Annaba, Saïda, Ain Temouchent et aussi à Alger. Un véritable voyage chorégraphique a été offert au public sous le slogan « Hymne à la paix ». Comme ça, c'est un peu une touche de toutes les cultures, t'as l'Afrique, etc., l'Algérie. Donc on a essayé de toucher l'Algérie, Afrique, Palestine, du coup. Et voilà, j'espère que ça s'est transmis au public. Lors de cette soirée à laquelle nous avons assisté, des prestations artistiques présentées par des groupes de jeunes de différentes cultures ont émerveillé le public, à savoir le groupe arabesque d'Alger, l'Amsa de Annaba, la troupe de Chine et de Russie. He loved this country very much, and he found the people, it's so friendly, and the country, it's so beautiful, and everything is perfect. 地方好，国家好。非常感谢。 Thank you so much for inviting our group to come to Algeria, and we are the group from West Normal University. 交流。 À travers les couleurs, gestes, lumière et musique, les danseurs de différents pays ont mis le feu à la scène pour raconter leurs traditions, réflexions et leurs passions sous l'œil bienveillant des metteurs en scène et scénographes internationaux. Magnifique, absolument magnifique. Oui, en fait, ils ont vraiment transmis le message, puisque vous m'avez dit que vous avez... Déjà. Absolument. Et vous m'avez dit que le public était là et que c'était full tous les soirs. Tous les soirs.
tous les soirs. C'est extraordinaire. À ma grande surprise, je doutais un petit peu. Bon, le week-end, jeudi, vendredi, samedi, ça passe. Mais ils étaient présents jusqu'à la fin. Et je les remercie. Absolument, donc un public fabuleux aussi qui a su apprécier. Connaisseurs qui ont vraiment bien apprécié. Vraiment, hein, j'ai entendu pas mal de commentaires qui étaient très, très, très professionnels. Et ça fait énormément de plaisir. Pourquoi? Il y a une évolution, il y a un savoir, il y a un bon jugement, appréciation. Absolument. Ça veut dire déjà que le public déjà est sensible à cet art-là. C'est-à-dire que cet art-là a son public. Absolument. Comme la musique, comme le théâtre, comme le cinéma. Comme le football. En plus, on sait très bien que l'art contemporain, on ne va pas dire doit s'imposer, c'est déjà imposé, mais il est là, il est présent. Voilà, il est présent. Et en même temps aussi, donc les jeunes reprennent le flambeau, on va dire magnifiquement, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus simple pour communiquer déjà entre eux et rester toujours dans cet esprit. Et puis je puis vous dire une chose, que ce sont tous des universitaires. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de préjugés, et je le dis. Ces artistes-là sont tous des universitaires. Vous avez des médecins, vous avez des ingénieurs, vous avez des interprètes et des traducteurs parmi eux. Ça, c'est important de le dire, parce que souvent on pense « Ah, un artiste, oh, non. D'abord, pour être artiste, il faut avoir un savoir et une culture générale. Madame Nemos, tout à l'heure, on discutait un petit peu, on a parlé un petit peu de l'évolution. Donc déjà, quant à l'indépendance, vous étiez une petite fille, déjà vous étiez déjà danseuse et tout, et vous avez pu suivre au fil de ces décennies un petit peu l'évolution de la danse contemporaine. Et on va dire, on est sorti avec une conclusion, c'est qu'autrefois, c'était un peu tabou, donc on se cachait un peu le visage quand on faisait de la danse, on n'osait pas vraiment le dire, et qu'aujourd'hui, vous avez remarqué qu'au contraire, ils se mettaient en avant avec énormément de fierté, filles et garçons. Mais ça va dans l'évolution de la société. Comment on voit la danse. Maintenant, on la voit très bien, puisque les parents payent énormément d'argent pour inscrire leurs enfants dans des cours de danse privés. Et là, on sait que la danse, c'est une expression corporelle qui est très importante pour l'évolution d'un enfant. Il y a l'équilibre émotionnel, l'équilibre physique, découvrir son corps, comment gérer son corps. Absolument. C'est très, très important. Et là, on voit qu'il a pris une place très, très importante dans le programme des enfants. Donc vraiment partie intégrante maintenant, la danse, ça se sent, ça se voit. Tout à fait. Donc comme on l'a dit, avec un public extraordinaire. Très. Et en même temps aussi avec tous ces jeunes, donc avec ces masterclass où il y a eu ce mélange des quatre coins d'Algérie. Terrible, un engouement, ils étaient là présents. Je peux vous dire que bon, c'est vrai qu'on leur offrait un repas dans un grand restaurant qui était juste à côté du théâtre, et on se retrouvait tous ensemble là, à déjeuner, tout le monde était souriant, tout le monde était heureux. Et à la heureux fin, d'être auprès de vous, déjà, de vous connaître. Et à la fin, il y a eu des larmes, mais on s'est dit, c'est pas un adieu, mais c'est un au revoir. Absolument. Et continuez-vous aussi au sein de vos maisons de la culture, au niveau de Wilayat, de donner ce que vous avez pris aujourd'hui, et on continuera à vous le donner. Voilà. Et tout ça, j'imagine aussi, donc ils ont eu cette chance de vous côtoyer, d'avoir, on va dire, un petit peu le partage donc, de ce savoir que vous avez. C'est pour eux vraiment une chance. Oui, parce qu'on a fait un appel aussi. Là, je dis aussi, c'est grâce, et je le dis bien, à la ministre de la Culture, Malika Bendouda, et tout le secteur de la culture qui s'est associé avec nous, parce qu'on a transmis le message à travers les maisons de la culture. Comment atteindre? Donc on envoie les messages dans les directions de maisons de la culture, plus notre fichier, et la communication passe, et toute l'Algérie est présente avec nous. Et donc pendant toute l'année, toutes ces compagnies essayent de rester en contact et travailler toujours en étroite collaboration. Tout à fait. Je vous dis déjà, on a terminé donc lundi, et dimanche, on se met déjà à faire le plan et de planifier la prochaine édition. Très bien. Merci à vous. Non, on a encore un petit moment encore ensemble, Madame Nemos. Donc je voulais un petit peu, on va essayer encore de revenir. Donc la participation de tous ces pays, comment qu'ils ont accueilli le fait que vous avez mis, si on veut, donc ce festival sous le signe de la solidarité déjà au peuple palestinien. Mais ils sont tous conscients que ce qui se passe actuellement en Palestine, c'est un... Je ne vais pas parler du génocide, mais tout le monde pleure pour la Palestine, que ce soit les Italiens, que ce soit les Russes, tous les étrangers qui étaient présents, les Sénégalais, les Italiens, le Tchèque, tout le monde était. La preuve, c'est que tout le monde a participé à la dernière scène
et la dernière chorégraphie du festival. Tout le monde était là. Comment s'est passée un petit peu la collaboration entre vous? Très bien, très bien, parce que bon, je les connais, ils me connaissent, donc ça va très vite. Et ils adhèrent et ils sont là pour moi. Et on revient l'année prochaine, si vous le souhaitez. On est là pour vous aider. Vous avez besoin de nous en cours de l'année, on est là. Donc, j'en suis que ravie. Donc, tout le monde a un petit peu participé à la DEPCA, donc, qui était la... Tout le monde a fait la DEPCA à la fin. Bon, moi, j'avais mal au genou, je ne pouvais pas la faire, mais je la faisais dans les coulisses. très belle, la DEPCA. Oui, j'imagine, oui, une très belle danse. En même temps, j'imagine que l'émotion aussi était présente. On va revenir un petit peu sur toutes les personnes que vous avez formées. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur leur parcours? Vous savez déjà, il y a un très bon noyau de danseurs au niveau de l'Opéra d'Alger qui était autrefois ballet national. Donc il y a énormément d'éléments d'un très bon niveau. La preuve, c'est qu'ils ont pu suivre facilement les masterclass. Et les experts qui sont venus de l'étranger avaient devant eux de la matière avec laquelle ils pouvaient travailler. Parce que c'est facile de dire « je suis ». Dans la danse, on ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir parce qu'on vous dit tout de suite montre ce que tu sais faire et comment tu gères ton corps. Donc là, ils ont eu de la matière, que ce soit le tchèque, que ce soit la russe, que ce soit la sénégalaise, que ce soit nous-mêmes, puisqu'on travaille avec eux depuis des années. Et beaucoup d'entre eux sont formateurs, beaucoup d'entre eux travaillent dans certaines wilayas comme à Tizi Ouzou, ils font des créations, et beaucoup adhèrent à des pièces de théâtre où il y a toujours de la chorégraphie dans le théâtre. Donc tous trouvent du travail, il y a du travail. Dans la formation, dans la création, il faut savoir chercher et transmettre. Exactement, c'est ce que vous faites aussi, oui, c'est ce que je fais. Madame Lemous. Oui, c'est ce que je fais. Des idées pour le prochain festival, Inch'Allah? J'imagine que je suis déjà un peu dedans, mais bon, ça sera encore un peu plus grand que cette fois-ci, parce que ce que je souhaite, et je pense que Madame la ministre, la docteure donc Malika Bendouda va me suivre, c'est-à-dire que j'aimerais aussi, et je vais le dire, faire un festival national d'abord, à travers toutes les wilayats, c'est-à-dire aller vers ceux qui n'ont pas pu venir vers nous, donc en créant un, et de celui-ci revenir avec les meilleurs lauréats du festival national vers l'international. Bon, ça c'est un projet. C'est une idée, c'est un projet. Inch'Allah, voilà. Pourquoi pas. Je viens juste de vous le découvrir. Hein. Très bien, ça va. Donc on a une exclusivité à l'avant-première. Inch'Allah, j'espère qu'on vous recevra la prochaine fois, Madame Lemous. C'est gentil à vous. Merci beaucoup. En tout cas, c'était à vous parce que on a besoin de communiquer. On a très peu communiqué sur cette discipline depuis des années, et c'est bon de partager et de transmettre pour que le public sache et comprenne aussi ce que nous faisons. Absolument, absolument. Merci. Et vos collaborateurs? Eh bien, écoutez, j'ai M. Kadour Nourdine, qui est toujours à mes côtés, qui est aussi professeur, chorégraphe, et qui est d'un très grand apport dans l'artistique, donc dont il est responsable. J'ai une très bonne conseillère qui est Sabrina Nantouri, que vous avez déjà reçue chez vous. J'ai une très bonne équipe aussi au niveau de l'Opéra d'Alger, donc mes anciens éléments qui deviennent aussi, eux, professeurs répétiteurs. Donc ça va, on est devenu un bon groupe. On a grandi. Très bien. On a grandi. Et donc tout s'est bien passé. Très bien passé. Vraiment, on appréhende quand on commence, est-ce qu'on va arriver qu'il ne va rien avoir? Non, il n'y a eu que du bonheur. Que du bonheur. Du partage. Et la presse aussi était là? Oui, vraiment. Ben, j'ai remercié quand même la cellule de communication. Donc, ils ont adhéré, ils ont aimé. Ils étaient là vraiment avec nous et merci à eux. Voilà. Merci à tout le monde. En tout cas, grâce à la communication, donc on doit transmettre. Qui se fait, et en même temps aussi donc le public est le résultat de toute cette communication. Donc un public présent, des salles pleines, les applaudissements aussi. J'imagine que c'est la plus belle des récompenses. Oui, parce que je découvre un public connaisseur. Ça, c'est très important. Absolument. Et il y a eu beaucoup de représentations d'ambassadeurs dont les pays participaient. Ils étaient certains agréablement surpris. J'imagine. Oui. Bon, très bien. Et c'est ça notre but. Absolument. Voilà. Absolument. Un dernier conseil donc, pour les parents, pour les petites filles donc, qui font déjà de la danse. Quel conseil vous pourrez leur donner? D'abord de faire très attention vers qui ils se dirigent. Car le plus important, c'est le début.
c'est la formation du corps de l'enfant, qui est très importante. Et ne pas forcer un enfant à faire de la danse. Il faut que l'enfant ait ce désir de faire de la danse. Il faut qu'en fait, on suggère seulement, s'il adhère, on l'amène. En général, il y en a beaucoup qui adhèrent. En général, dans les petites filles aiment bien la danse. Jusqu'à la fin. Moi, j'en ai qui pleurent à la fin. Ah oui? Oui. Mais par amour. J'imagine. En tout cas, une très belle discipline et en même temps, comme on peut le voir, vous savez, qui peuvent cette résulter. discipline-là est la première discipline. On vient au monde. Par quoi? Par des cris, par des gestes. Oui. Donc c'est celle avec qui on vient au monde. Très bien, et qui nous suit toute notre vie. Tout à fait. Merci Jusqu'à beaucoup. notre départ. Exactement. Merci beaucoup, Madame Nemou. C'était un gentil. plaisir de vous recevoir et surtout de parler de la danse contemporaine. En tout cas, merci. Et à la prochaine fois, Inch'Allah, j'espère. On reviendra avec le projet ficelé peut-être pour la danser. Inch'Allah. Je pense. Merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. J'ai été ravie de vous accompagner. Je vous dis restez toujours sur les programmes de Canal Algérie.